Alors, merci, bonsoir à tous. Pour ceux que j'aurais pas eu l'occasion de saluer, donc je suis Aurélie Pic, je suis chargée d'animer les échanges à l'occasion de ces différentes tables rondes. C'est la 5e table ronde qui se tient dans le cadre de cette concertation relative au projet Renergia. Rapidement, le déroulé de notre table ronde, on commence par un tour de table des acteurs, des parties prenantes présentes. Chacun ayant à peu près 5 minutes pour un peu plus, un peu moins, pour s'exprimer, d'abord présenter sa structure, puisque je rappelle que les tables rondes sont filmées. Elles sont ensuite retransmises sous la forme d'une sorte de podcast sur le site internet. Et donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on s'adresse au grand public. Donc, c'est l'occasion de présenter les structures et puis votre point de vue ou vos questionnements en quelques mots sur le projet, ce qui nous amène à avoir à peu près 1 heure. Et puis la deuxième heure est consacrée à un échange, un débat entre nous sur le sujet de notre table ronde en lien avec le projet Renergia. Je passe la parole au garant, à M. Archimbaud, pour expliquer un peu la démarche. Bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence. Donc, je suis Jacques Archambault, garant de la Commission nationale du débat public, désigné avec 3 autres collègues pour, en quelque sorte, arbitrer les débats, faire en sorte qu'ils se déroulent sur la forme de la meilleure des façons possibles et sur le contenu de la façon la plus instructive pour chacun. Le principe de ces tables rondes vous est désormais connu. Il s'agit en gros, à partir d'un certain nombre d'acteurs experts, spécialistes ou connaisseurs très fins d'une question en particulier, il s'agit de mettre en discussion une des grandes questions, un des grands thèmes, un des grands enjeux qui nous est apparu nécessaire de mettre en avant à l'occasion de ce débat, et afin d'éclairer l'opinion, la conviction, le sentiment de nos concitoyens, des gens qui souhaitent participer à ce débat, soit à travers une table, soit à travers la partie d'une réunion publique qui sera consacrée à cela, soit à travers le site. Le compte-rendu sera fait de cette table ronde. Il s'agit donc de nourrir l'argumentation des uns et des autres. Ce soir, plus spécifiquement, le thème porte sur les besoins en électricité qui justifient, qui légitiment du point de vue des maîtres d'ouvrage ce projet. Je rappelle l'argumentation. L'argumentation vous est d'ailleurs fournie dans le dossier du maître d'ouvrage de la page 14 à la page 19. Ça, c'est pour que les personnes qui regardent cette visio soient informées. Page 14 à 19 du dossier du maître d'ouvrage et page 6 de la synthèse qui fournit donc les éléments, les arguments des maîtres d'ouvrage sur ce sujet. Donc, il s'agit de traiter de la question des besoins en électricité, évidemment du pays, de la nation, dans un contexte de transition énergétique. Et il sera donc question de savoir si l'ouvrage dont il est question, et dont sont porteurs la CNR, l'État, la RTE, correspond aux besoins futurs de l'électricité telle qu'elle est analysée par eux. Où il s'agit bien sûr de contester l'idée que ce projet de barrage pourrait être nécessaire en fonction de ces besoins, ou qu'il y a, le cas échéant, une autre façon de parvenir à ces besoins que la réalisation de cet équipement. Donc, on entendra bien sûr les arguments qui seront donnés par les maîtres d'ouvrage et par un certain nombre d'experts qui permettront de situer le besoin en électricité, et singulièrement le besoin en hydroélectricité, et singulièrement peut-être le besoin en hydroélectricité dans cette région particulièrement. Et ensuite, nous passerons à la discussion après avoir recueilli toutes vos réactions. Merci. Donc, je propose qu'on passe tout de suite au tour de table. Je précise juste de manière pratico-pratique que vous avez chacun sur vos tables des formulaires d'autorisation d'utilisation d'images, puisque, encore une fois, les tables rondes sont filmées et diffusées ensuite sur le site du projet. Donc, l'ordre de passage est par ordre alphabétique des structures, pour faire simple. Et donc, on commence par la CCI Nord-Isère avec Monsieur Boyer. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Pierre-Olivier Boyer, je suis vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère, en charge de l'aménagement du territoire et des équipements portuaires. Et je m'occupe notamment du port de Salles-sur-Sanne, plus au sud du département.
Le témoignage que je peux apporter ce soir, c'est un témoignage des besoins industriels à l'aube des grands changements qu'on est en train de connaître sur la décarbonation des procédés industriels. Les industries, alors il y a deux choses. Il y a conserver l'industrie qui aujourd'hui existe sur le territoire, conserver l'industrie qui existe au niveau national, et puis le projet de réindustrialisation auquel beaucoup d'entreprises industrielles sont attachées, sachant que produire en France, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, à la fois pour l'emploi et aussi en termes d'impact carbone, puisque à partir du moment où on produit en France, on élimine les productions de carbone liées au transport et à la logistique de produits, notamment qui ces dernières années a eu tendance à venir massivement d'Asie et plus particulièrement de Chine. Donc, quand on parle de transition énergétique ou de transition écologique, je pense qu'il faut qu'on parle dans les faits, c'est de la transition électrique. On a deux types d'énergie qu'on consomme dans nos outils industriels, et il faut savoir que sur le département de l'Isère est un département qui reste un département très industrialisé. On a deux types d'énergie. On a l'énergie produite par la chaleur. Donc ça, c'est toutes les industries à process, le fait de brûler, qui permet des transformations physiques de produits nécessaires à l'élaboration des produits. Et puis, on a de la consommation d'énergie électrique pour faire tourner les machines. Et sachant que, en fait, quand on regarde sur finalement les 2 siècles d'histoire industrielle ces derniers temps, en fait, il y a eu de moins en moins d'hommes qui ont travaillé ou des animaux qui ont travaillé pour transformer, pour produire de l'énergie. C'est de plus en plus la machine qui a pris le relais des machines qui consomment de l'énergie électrique. Et aujourd'hui, dans les projections qu'on a, quels que soient les secteurs d'activité, globalement, on va vers plus de consommation d'électricité à l'échelle nationale pour alimenter les outils industriels avec des transformations majeures. Alors aujourd'hui, la décarbonation, on en parle beaucoup. Les consommateurs, si les citoyens globalement et les élus, ils sont sensibles. Le consommateur, lui, n'a pas encore, je pense, mais c'est en train de bouger, de changer. Et les produits l'enjeu dans la décennie qui arrive, 2020-2030, c'est l'offre de produits décarbonés que nos industries vont être capables de produire pour satisfaire les besoins d'un consommateur averti et sensible à cette question de la décarbonation. Et la consommation, la production de produits décarbonés, ça passe par de l'énergie décarbonée. Alors, sur la partie énergie thermique, c'est l'abandon du charbon, du pétrole, pour passer sur des produits qui brûlent, qui sont moins émetteurs de CO2. Donc, je pense notamment aux déchets et je pense à tout ce qui est biosourcé. Donc le bois notamment. Et si vous venez par exemple sur le port de Salaise, vous verrez que là où il y avait ces dernières années des tas de bois, maintenant on a des tas de charbon, on a maintenant des tas de bois. Donc on voit bien que la mutation est en cours. Et sur la partie énergie électrique, c'est l'abandon d'électricité produite à partir de matériaux fossiles, donc je pense notamment au charbon et au pétrole, et la bascule sur de l'énergie électrique, essentiellement les renouvelables, donc c'est le solaire, l'éolien et l'hydraulique. La grosse force de l'hydraulique, le gros avantage de l'hydraulique, c'est que quand il n'y a pas de vent ou il n'y a pas de soleil, s'il y a de l'eau et que ça permet de tourner, notamment pour tout ce qui est besoin d'intermittence, l'hydraulique est absolument, pour nous, incontournable. Et puis le nucléaire qui est aujourd'hui ce qui donnait d'ailleurs un avantage à l'économie française pour être puissamment décarbonée. Voilà ce que je voulais dire en matière d'introduction. Merci Monsieur Boyer. Donc on va continuer notre tour de table alphabétique avec la DGEC, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat. Merci beaucoup. Donc Étienne Perrault, je travaille au ministère de la Transition énergétique et à la Direction Générale de l'Énergie et du Climat. Et je m'occupe du bureau en charge des énergies renouvelables hydrauliques et marines. Et donc je suis avec ma collègue Marie Granier. Oui, bonjour à tous. Donc moi je travaille au sein du bureau
des énergies marines renouvelables et hydrauliques de la DGEC. Donc, dans les minutes qui suivent, je vais essayer de vous présenter brièvement la stratégie française énergie-climat et les orientations qui justifient l'importance du développement de certains projets électriques tels que celui de Ronergia. En effet, ça vient d'être rappelé tout à l'heure par la CCI, le gros enjeu auquel nous sommes confrontés est celui de la neutralité carbone à horizon 2050, qui est une condition nécessaire pour essayer de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5. Face à cette exigence de neutralité carbone, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, l'essentiel de nos émissions ne sont pas liées à l'électricité, mais à tous les autres usages énergétiques, c'est-à-dire tous les usages de type transport, de type chauffage, donc qui sont des usages aujourd'hui qui ne sont pas comblés par de l'électricité. En revanche, l'électricité en France est majoritairement décarbonée, en particulier grâce à la capacité de production nucléaire. Pour autant, si on veut atteindre cette neutralité carbone, il est nécessaire pour toute la part qui ne relève pas de l'électricité aujourd'hui de la décarboner. Et la décarboner, ça veut dire la faire passer par des productions électriques et par des productions électriques qui sont décarbonées. Ça représente donc une nécessité, au-delà des capacités aujourd'hui existantes, d'augmenter la capacité de production d'électricité décarbonée. Cela peut se faire par différents moyens. On va montrer qu'ils sont complémentaires et tous nécessaires au vu de l'ampleur de l'augmentation nécessaire. Ces moyens à court terme sont des moyens de production d'énergie renouvelable qui peuvent être mis en œuvre dans des délais plus courts et qui sont complémentaires des projets plus long terme de production d'énergie nucléaire, avec en particulier les réacteurs EPR, mais qui arriveront plutôt à l'horizon 2040. Donc maintenant que j'ai planté ce petit décor, en termes de documents principaux qui guident cette stratégie, on a une stratégie française énergie-climat qui est la feuille de route en fait, de la France pour atteindre cette neutralité carbone, qui se décline en différents documents. Alors, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans le détail de ces documents qui peuvent être un peu fastidieux, mais on a une stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire qui va définir par différentes périodes quels sont les budgets carbone qu'on a le droit, c'est-à-dire les quantités de carbone qu'on est en droit d'émettre si on souhaite respecter l'enveloppe globale des émissions qu'on se fixe. Et puis ensuite, on a un plan d'adaptation au changement climatique, puisque quand bien même on arrivera à limiter ces effets, il y en aura tout de même, et il s'agit de les limiter. Et puis enfin, on a la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui vise à traduire concrètement dans les moyens de production électrique les trajectoires pour les différentes filières et dans le temps, afin d'atteindre ces objectifs. Une consultation publique a d'ailleurs eu lieu sur cette stratégie française énergie-climat, avec des documents de consultation qui sont en ligne si ça vous intéresse. Il a eu lieu le fin 2023. En termes de programmation de l'énergie, donc la précédente programmation définissait des objectifs concernant l'hydroélectricité. Alors, l'hydroélectricité, c'est une énergie qui est historique, qui est déjà fortement développée. Pour autant, il existe du potentiel résiduel. Et donc, l'objectif de cette PPE2 était d'augmenter d'environ 1 gigawatt la capacité de production hydraulique par rapport à celle de 2019, qui était autour de 25,5 gigawatts. Donc, on voit que ce n'est pas une augmentation qui peut être substantielle, mais elle est tout de même importante. Parmi les autres objectifs est celui de l'augmentation de la flexibilité du parc, puisque contrairement à d'autres énergies renouvelables, l'énergie hydroélectrique n'est pas soumise à une variabilité inconnue. Il y a des facteurs externes et fortement variables, et donc plus facilement anticipables. Enfin, l'engagement à 2028 de lancer des projets de STEP. Donc, il s'agit de stations de transfert d'énergie par pompage, c'est-à-dire on a 2 bassins et on va faire transiter l'eau d'en haut en bas pour stocker de l'électricité ou en produire face aux besoins du système électrique. Par exemple, dans une pointe de consommation, on va pouvoir turbiner l'eau qui est en haut. Voilà les grandes orientations de la PPE qui est en cours, donc la programmation de l'énergie. Et maintenant, celle-ci va être amenée à être mise à jour, comme je l'ai ébauché tout à l'heure, dans une PPE 3. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc qui est en cours d'élaboration, qui n'est pas encore finalisé, mais dont quelques orientations ont été partagées dans le document que j'ai cité tout à l'heure, donc document de consultation publique de la stratégie française énergie-climat. Donc ces objectifs, c'est ceux qui sont à l'écran, que vous pouvez voir à l'écran, et donc ils visent à horizon 2030 d'avoir 26,3 gigawatts installés et à horizon 2050, 28,5 gigawatts.
Une partie de ces augmentations serait liée à des stations d'énergie, de transfert d'énergie par pompage, de STEP, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment pour de la flexibilité, mais ce n'est pas de la production en tant que telle. C'est du stockage et du turbinage ensuite. Et en revanche, il y a de l'ordre de 1 gigawatt qui est nécessaire en nouveau moyen de production. Et ce nouveau moyen de production, on a mis à jour cette année l'étude de potentiel qui indique là quels sont les sites possibles pour mettre en œuvre ces moyens de production. Et on a identifié un potentiel de l'ordre de 650 MW en site vierge, donc c'est-à-dire de nouvelles installations, comme celle de Ronergia, et 370 MW pour l'équipement de seuil existant, ou le suréquipement. Donc on voit que l'objectif qui est fixé dans le document de constellation est proche du potentiel, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de recourir à tout le potentiel, ou presque, qui est accessible pour atteindre nos objectifs en matière d'hydroélectricité. Enfin, on peut passer à la slide suivante qui résume les principaux enjeux et l'intérêt pour le système électrique du projet et du projet électrique du projet de Ronergia, pardon. En effet, il s'agit d'une des rares opportunités de nouveaux barrages en France. On l'a vu, la majorité du potentiel est aujourd'hui équipée. Pour autant, il est nécessaire, car toutes les énergies renouvelables sont nécessaires et complémentaires, de saturer le potentiel en matière d'hydroélectricité. Et donc, il est important d'étudier la possibilité de réaliser ce type de projet. C'est bien l'objet de cette concertation, décider de poursuivre ou non les études du projet Ronergia, qui pourra d'une part contribuer aux moyens de production renouvelables, donc à la neutralité carbone, aussi contribuer à la sécurité d'approvisionnement. On l'a vu avec la crise ukrainienne, il n'y a pas que l'enjeu de réchauffement climatique, il y a aussi l'enjeu de souveraineté, d'être capable de produire en France l'énergie dont on a besoin, qui est quand même au centre de notre société. Et puis enfin, pour donner un ordre de grandeur, le projet Ronergia, il est pas loin d'être négligeable, puisqu'il représente de l'ordre de 1/20 des objectifs de développement hydroélectrique inscrits dans la PPE 2, et de l'ordre, pareil, 1/20 du potentiel identifié en site vierge dans notre étude de potentiel. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ne pas être plus long. Merci. On va poursuivre notre tour de table avec France Nature Environnement. Monsieur... Je vous ai oublié, du coup, avec la Fédération de pêche, pardon. Autant pour moi. C'est là. 1, 2, oui. Bonjour à tous. Donc, je suis Hervé Bonzi, je suis le président de la Fédération de pêche de l'Isère. Fédération de pêche de l'Isère, où il y en a 94 en France. La Fédération de pêche de l'Isère, c'est 4... nous sommes dans le top 5 au niveau du domaine de pêche et du nombre de pêcheurs, où nous vendons plus de 30 000 cartes par an depuis des années. Nous avons 2 missions qui nous ont été données dans la loi sur l'eau. La première, c'est de développer le loisir pêche, faire en sorte que nos pêcheurs puissent aller à la pêche dans des endroits attractifs, propres, non pollués, etc., etc. Et puis la deuxième, qui est certainement aujourd'hui devenue la plus importante, qui est la réhabilitation du milieu aquatique, qui a été fortement impacté dans toutes ces années précédentes. Aujourd'hui, à la Fédé, il y a trois salariés qui sont des ingénieurs et qui travaillent pratiquement à temps complet sur cette réhabilitation. Donc réhabilitation sédimentaire, réhabilitation écologique, redonner forme aux rivières, redonner forme aux ruisseaux, pour que la vie aquatique puisse y revenir, y reprendre ses habitudes. Parce qu'aujourd'hui, partout où ça a été abîmé, il faut qu'on artificialise les choses avec des alvinages de fond, avec du poisson qui est acheté souvent aujourd'hui avec les difficultés à l'étranger, etc., etc. Donc, la Fédération de pêche, c'est 12 salariés, c'est 1 350 000 euros de budget. C'est au niveau national 94 fédérations, plus de 1000 emplois directs dans les fédés, et c'est 2,5 milliards de chiffre d'affaires par an.
Donc, quand on parle de pêche et de pêcheurs, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, c'est un business, c'est un atout. On a beaucoup de touristes étrangers qui viennent chez nous, dans le département de l'Isère plus particulièrement. Et moi, mon souci, c'est que tout nouveau projet tel que celui qui est présenté ce soir nous pose réellement souci. Parce que d'un côté, on est aidé énormément avec l'agence de l'eau pour réhabiliter, pour rectifier, pour redonner de la vie à des rivières qui ont été impactées artificiellement. Et puis de l'autre, on nous parle de nouveaux projets qui va venir encore perturber ce que par ailleurs nous remettons en état. Donc on se pose quand même beaucoup de questions. Voilà ma présence pour ce soir. Merci. Merci monsieur. On passe donc à France Nature Environnement. Monsieur Pulou. Voilà. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Jacques Pulou. Je représente France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et je suis aussi membre du directoire du réseau de France Nature Environnement national. Et d'ailleurs, je représente France Nature Environnement à la concertation qu'il y a eu au niveau de la PPE, sur la plateforme Resena. Par ailleurs, je suis aussi membre du comité de bassin et je suis vice-président de ce comité de bassin parce que mes amis pêcheurs, mes amis consommateurs, mes amis kayakistes m'ont élu à ce poste. Donc je vais faire une intervention qui de toute façon est écrite, mais je vais essayer de la résumer. Elle est assez détaillée, mais je pense que ça vaut le coup de se pencher sur les arguments que je vais proposer. Bon, d'abord, le premier message que donne France Nature Environnement, c'est que tous les kilowattheures décarbonés ne sont pas bons à prendre. C'est-à-dire que il y a d'autres critères qui doivent être pris en compte et il ne faut pas croire qu'on va réaliser tout ce que simplement peut passer par la tête d'un porteur de projet. Et il y a d'autres contraintes à prendre en compte. Et c'est des contraintes environnementales, mais il y a aussi des contraintes financières et économiques qui fait qu'on ne peut pas faire tout en même temps et que c'est une illusion qui est présentée notamment par les lobbies qui sont derrière chacune des énergies renouvelables. C'est leur jeu de présenter ça et de faire croire que en jouant sur l'anxiété qui est bien naturelle des personnes face au changement climatique, on va se précipiter en se baissant la tête et en faisant n'importe quoi, n'importe comment, sans avoir de prendre en compte d'autres critères qui peuvent être l'acceptabilité sociale, qui peuvent être financiers, mais qui peuvent être aussi des critères environnementaux. Et c'est ces critères-là que je vais développer. D'abord, il faut vraiment se balayer l'état d'esprit de dire on va faire tout est obligatoire. C'est pas du tout le cas, pas du tout le cas. Et ce qu'on ne fait pas à un endroit, on pourra le faire dans un autre endroit, ailleurs. Et c'est tant mieux parce que l'électricité, ça se transporte à distance depuis à peu près 1895. Et en 1906, les tramways de Lyon étaient alimentés par une centrale hydraulique qui était en Tarentaise. Je me permets de le dire, donc on sait faire depuis un peu de temps. Donc nous sommes favorables à France Nature Environnement à la montée des sources d'énergie renouvelables dans le mix énergétique national, mais cette montée doit s'effectuer en prenant en compte des critères de choix, notamment l'environnement naturel, en évitant les sites les plus sensibles, les engagements pris notre pays en matière de biodiversité, stratégie nationale de la biodiversité, sont aussi importants que ceux pris en matière de décarbonation, puisque ça a été évoqué là, de la stratégie nationale bas carbone. Les contraintes paysagères et patrimoniales sont déjà prises en compte, par exemple pour l'isolation extérieure des bâtiments ou pour la localisation des éoliennes, par exemple, ou des panneaux photovoltaïques, par exemple avec le rôle des ABF, que personne ne conteste. Donc il n'y a aucune raison que les impacts sur l'environnement naturel ne soient pas pris en compte dès l'origine des projets hydroélectriques et les autres, et non pas seulement comme une variable d'ajustement marginale sous forme de pseudo-mesures compensatoires quand elles sont possibles.
En rapprochant les objectifs de développement du photovoltaïque et de l'éolien avec ceux de l'électricité, on voit que ces derniers sont inférieurs à la fourchette d'incertitude ou de latitude qui est donnée au premier. Ces objectifs pour le photovoltaïque et l'éolien sont très inférieurs à leur potentiel, même mesurés avec prudence et pessimisme, et ne serait-ce que pour éliminer les sites sensibles. Ce sont des énergies réellement nouvelles, avec un potentiel de développement important, contrairement à l'hydroélectricité, vieille de 150 ans aujourd'hui, dont le développement sur l'équipement de nouveaux sites n'est ni souhaitable ni nécessaire. Alors pourquoi ? Pourquoi ? C'est l'état des rivières du bassin Rhône-Méditerranée de Rhône-Méditerranée qui n'atteignent pas le bon état. Et si elles n'atteignent pas le bon état, et ça c'est une réalité qui est peu connue, c'est pas tellement à cause de la qualité des eaux, ou c'est rarement à cause de la qualité des eaux, mais c'est surtout de par leur artificialisation. Et l'artificialisation, elle touche à la fois la morphologie du cours d'eau, mais aussi les variations dans leur hydrologie, les ruptures de continuité, les seuils transversaux, les digues longitudinales, la perturbation du transport solide, etc., etc. Et en fait, c'est tous ces pressions-là, une partie de l'origine de ces pressions-là, c'est l'hydroélectricité. L'hydroélectricité est donc à l'origine de ces pressions en partie. Augmenter cette pression par rapport à la poursuite de l'équipement hydroélectrique dans le cours d'eau jusqu'à son terme aurait des conséquences dramatiques sur les écosystèmes aquatiques. Il faudrait alors oublier les objectifs de bon état qui sont prescrits par la directive cadre sur l'eau pour la plupart de nos cours d'eau. Heureusement, on peut l'éviter car le potentiel de développement, et non de l'existant, je parle toujours du potentiel de développement, de l'hydroélectricité est aussi faible que son rôle attendu dans la transition énergétique. Avant de passer aux voies permettant à l'hydroélectricité de remplir à la fois les attentes de RTE pour la transition énergétique et les engagements de l'État, il convient de rappeler quelques points sur l'hydroélectricité. Le premier point qui est rarement indiqué, c'est l'irréversibilité. Curieusement, l'hydraulique, au contraire de toutes les énergies, renouvelables ou non, y compris nucléaires, ne prévoit aucune obligation de démantèlement en fin d'exploitation, qui n'ont donc inclus ni dans ses coûts du kilowattheure, ni dans les dépenses d'investissement, donnant un avantage comptable indu à l'hydroélectricité. Son déploiement est long, et c'est celle qui est aussi la plus capitalistique. Elle ne permet donc pas de s'adapter à la conjoncture du moment, au contraire du déploiement bien plus rapide et plus agile, et plus réparti sur les territoires des énergies nouvelles. Loin d'être une source garantie, l'hydroélectricité est en fait une ressource éminemment variable et surtout imprévisible, mais dès que l'horizon s'élève au-delà de quelques semaines pour les ouvrages au fil de l'eau, comme Ronergia, et de quelques mois pour l'hydraulique de réservoir. À ces échelles de temps, d'autres ENR, comme le photovoltaïque, se révèlent moins incertaines. La dispersion du productible hydroélectrique atteint plus à moins 25% autour de la moyenne, suivant les années, et sa variabilité va augmenter dans l'avenir avec les effets du changement climatique. Les exploitants raisonnent en moyenne annuelle, alors que les longues périodes de sécheresse pluriannuelles, comme les longues périodes de fortes crues, deviennent de plus en plus fréquentes. Deux situations que supportent très mal les ouvrages de basse chute au fil de l'eau, comme Ronergia. Quels sont les besoins du réseau à l'horizon 2050 ? Essentiellement de puissance pilotable, on a employé le terme de flexibilité, mais c'est la même chose évidemment, de pilotable ou de garantie pour assurer les pointes de consommation et contrebalancer la variabilité des sources renouvelables, permettant ainsi leur injection massive dans le réseau. Tous les scénarios retenus par RTE à l'horizon 2050 attendent une contribution supplémentaire limitée de l'hydroélectricité, 30 gigawatts répartis en 22 gigawatts gravitaires, il y en a 21 à 21,5 actuellement, et 8 gigawatts de STEP, 5 gigawatts actuellement, soit un supplément d'environ 500 à 1000 mégawatts de puissance, si possible en puissance garantie, et 3 gigawatts de STEP. Ces chiffres ont été établis sans tenir compte des effets sur l'environnement, ni même de leur faisabilité. Cependant, ils sont comparables aux possibilités d'amélioration de l'existant. Et c'est ça le deuxième message que je veux faire passer. EDF se déclare prête à réaliser en première intention 500 MW de suréquipement modernisation et 1,5 MW de STEP. À EDF, un programme minimal de modernisation de 5 chutes est en cours sous couvert de l'article 511.6.1 du Code de l'énergie.
L'UFE annonce 900 MW de possibles en améliorant l'existant, suréquipement, modernisation, etc. Ces exploitants avaient indiqué lors de l'élaboration des SDAG 2009-2015 975 MW pour 1540 GWh de productibles dans le seul bassin Rhône-Méditerranée. Rhône exclu, j'en parlerai, je reviendrai sur le Rhône ultérieurement. 1325 MW pour 1584 GWh pour le bassin Adour-Garonne. Ça, c'est les exploitants qui l'ont donné au cabinet qui a été chargé d'établir le SDAG. Donc, c'est des chiffres que n'a pas inventé FNE. C'est des chiffres qui sont écrits dans des documents officiels qui ont été signés par les préfets. Ces chiffres peuvent paraître importants. Ils sont inférieurs à ceux cités par le rapport Schellenberger-Armand, qui est un rapport récent sur vous vous approchez des 10 minutes, vous aurez l'occasion de vous réexprimer après, mais je vous laisse conclure. Oui, bon, je vais essayer, mais je pense que ces chiffres, ils sont importants parce qu'ils sont au cœur vraiment du débat. Cette situation, bon, je vais essayer d'accélérer et je vais passer sur le Rhône. Sur le Rhône, on fait du kilowattheure au fil de l'eau, mais relativement peu de puissance de pointe garantie. L'essentiel de la production est fatal, avec une possibilité de quelques éclusées pilotables. Dans le dossier de concertation, la CNR donne un rapport de 1/3-2/3 entre production pilotable et non pilotable pour ces centrales du Rhône. Le Rhône a été majoritairement équipé à une époque où l'hydraulique faisait jeu égal avec le thermique et où le rôle assigné à l'hydroélectricité n'était pas celui qui est le sien aujourd'hui. Encore moins celui dans lequel elle serait la plus indispensable demain, c'est-à-dire la flexibilité. La contrainte financière de l'après-guerre l'explique. Et simplement, bon, tout ça pour dire que c'est un équipement qui est vieillissant et que si aujourd'hui on refaisait le Rhône, on ne le referait pas du tout comme ça au niveau hydroélectrique. C'est certain. Et c'est bien ça l'enjeu, c'est qu'il y a une capacité de modernisation très importante. Par exemple, je vais vous donner les chiffres qu'on trouve dans la littérature. Par exemple, le groupe 6 de Génissia, qui est le dernier installé, offre une puissance dépassant de 10% les 5 autres. Ça veut dire que si on mettait les 5 autres au niveau du 6e, eh ben on aurait à peu près quelque chose qui se rapprocherait de la production de Ronergia. Il y avait une turbine qui était possible à Val-à-Brègue en 2008, c'est ce que nous avait dit la CNR. Où ça en est, on ne sait pas. Mais le potentiel hydroélectrique du Rhône, qui a été annoncé donc en 2008 par la CNR, c'est 417 MW pour 1410 GWh, 10 fois plus que Ronergia, tant en puissance qu'en productible. C'est ça l'amélioration qu'a indiqué, que vous trouvez dans le SDAG 2009-2015 annoncé par la CNR. On regrette d'autant... Donc, je vais aller à la conclusion. Mais je m'excuse parce que c'est vraiment des chiffres qui sont très importants et c'est des choses. Je précise que ce document sera mis en ligne. Hein. Oui, ce document-là, ce sera sous cette forme-là ou une forme légèrement différente, sera mis en ligne. La construction d'un nouveau barrage de faible puissance et proposant une contribution de pointe garantie limitée, si elle peut paraître aux yeux de certains comme une opportunité, n'est pas en réalité une nécessité dans le contexte économique, environnemental et social dans lequel elle pourrait se faire. C'est un enjeu énergétique mineur et discutable à face d'un enjeu environnemental majeur et indiscutable. Ces impacts sont certains, inévitables pour le dernier tronçon non aménagé du Rhône, non compensable et irréversible. Les alternatives énergétiques sont multiples. Pour en rester à l'hydraulique, elles se situent d'abord sur le Rhône, dont les équipements datent de plus de 60 ans, comme je l'ai dit. Autour de Ronergia, on trouve la chaîne de l'Ain, à l'aval de Vouglan, avec l'ouvrage de Cisbolozon, sous-équipé de 20%. Plus 5 à 12 MW sont possibles, avec soit 10 à 30% de Ronergia. C'est là, c'est sous vos fenêtres. Sans impact supplémentaire sur l'environnement, profitant des éclusées de Vouglan pour augmenter le volume pilotable de sa production. Plus en amont, le projet de saut-mortier pompage complémentaire, c'est une petite step, financé, et c'est ça qu'il faut voir, il a été financé à 20% par les buveurs d'eau. Si l'agence de l'eau n'avait pas payé 20%, ce projet ne se ferait pas. C'est dans ce contexte qu'on vit en France. C'est les gens qui boivent de l'eau, qui payent pour qu'on fasse des équipements complémentaires et qu'on modernise. 3 exemples illustrent la politique hydroélectrique actuelle de notre pays. La pullulation des nouvelles petites centrales hydroélectriques
qui menacent l'environnement aquatique et dont le développement s'oppose aux objectifs de la DCE. Le projet Renergia, dérisoire énergétiquement, peu aligné sur les besoins de transition énergétique, très cher et menaçant notre environnement aquatique. Le projet de Saumortier, intéressant à la fois pour l'environnement et pour la transition énergétique, mais qui est financé en partie par l'Agence de l'eau. Je pourrais qualifier cette situation d'ubuesque à l'instar du député Schellenberger. Je conclurai en disant que pour l'hydroélectricité, notre pays marche sur la tête depuis 15 ans. Voilà, merci de votre attention. Merci. Je passe la parole à RTE, Monsieur François Chaumont, et j'invite les prochains intervenants à être plus proches du temps de parole, parce que là, on est plus près de 15 que de 5. Mais... Oui, bonsoir à toutes et tous. François Chaumont, donc délégué RTE en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je vais passer rapidement sur la présentation de RTE. RTE, c'est une entreprise avec des missions de service public qui sont de transporter l'électricité entre les moyens de production et les moyens de distribution. Aussi de transporter de l'électricité avec nos pays voisins dans les interconnexions et d'assurer à chaque seconde l'équilibre entre cette production et cette consommation. Parmi les missions de service public qui sont données à RTE, on est un opérateur industriel puisqu'on gère ce réseau, on est optimisateur puisqu'on essaye de trouver donc des solutions les plus optimum économiquement pour l'État et pour la France, pour optimiser les adaptations de réseau et accueillir les nouveaux moyens de production ou les adaptations de réseau nécessaires aux transformations de nos clients. Et puis, la dernière mission qui est importante, en particulier sur le volet qui nous concerne aujourd'hui, c'est éclaireur des choix possibles sur notre avenir énergétique. Et à ce titre-là, on a sorti plusieurs rapports qui nous ont permis d'éclairer le débat public. Alors, en particulier, dans un rapport qui est sorti il y a 2 ans et demi, qui s'appelle Futur énergétique 2050, qui permet d'éclairer les chemins possibles pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et très récemment, il y a 3 mois maintenant, un rapport pour éclairer les chemins d'ici 2035. C'est un peu juste ces quelques slides-là qui vont me permettre de résumer les enjeux, même s'ils sont donc bien sûr complémentaires et ils sont là pour nous aider à atteindre les objectifs qui sont dans la stratégie française énergie et climat. Donc le slide suivant permet de resituer finalement les premiers enjeux autour de l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Si on veut limiter les impacts du réchauffement climatique, il faut d'abord supprimer les énergies fossiles. Et c'est aujourd'hui la consommation énergétique française, la majorité de cette consommation, elle est issue des énergies fossiles. C'est 60% de la consommation d'énergie de pétrole et de gaz qu'il faut voir disparaître d'ici 2050. Donc c'est d'abord une question de sobriété d'énergie fossile. L'électricité, aujourd'hui, on pense qu'elle est omniprésente, mais finalement, elle est minoritaire puisqu'elle représente que 25% de la consommation des énergies en France. Et donc, on prévoit qu'en 2050, elle va représenter un peu plus de la moitié de la consommation électrique puisqu'il va falloir décarboner des usages sur le territoire. Alors maintenant, ça c'était la vision donc 2050. La vision 2035, là on se rapproche finalement de l'échéance. On est à 12 ans de l'intervalle 2035. Le premier step, qui est le step peut-être le plus difficile, donc qu'on a mis à jour il y a 3 mois, en prenant en compte finalement deux nouveautés. C'est une accélération des objectifs européen en termes d'émissions de gaz à effet de serre, puisque ça s'appelle le Fit for 55, c'est-à-dire de baisser de 55% les émissions de gaz à effet de serre depuis 90, alors qu'au départ, c'était 40% d'ici 2030. Donc, on doit aller plus vite d'ici 2030. Et puis, il y a bien sûr, depuis 2 ans, un contexte géopolitique et économique qui a changé, avec donc une volonté de l'État de gagner en souveraineté industrielle et en souveraineté et indépendance énergétique. Donc, c'est ces 2 gros facteurs que l'on a analysés dans nos rapports pour établir plusieurs scénarios et, dans notre scénario de référence, aboutir à finalement une prévision d'augmentation de la consommation d'ici 2035 qui serait proche de 30%. Et donc, dans le slide suivant, on voit un peu les grands vecteurs qui sont
qui poussent cette augmentation de consommation. C'est bien sûr les industriels, on en a parlé tout à l'heure, puisqu'ils décarbonent leur process. Et donc, en décarbonant leur process, ils passent d'un four à gaz à un four électrique, par exemple, et donc ils augmentent la consommation électrique. C'est aussi des industriels qui utilisaient de l'hydrogène, qui était de l'hydrogène carboné, puisque ça fonctionnait avec du méthane, et que demain, ils doivent, pour continuer leur process, faire à partir d'hydrogène décarboné, donc à partir d'électrolyse de l'eau, et donc l'électrolyse consomme de l'électricité. Et c'est aussi, bien sûr, pour d'autres secteurs importants, les data centers, puisque si l'on veut aussi augmenter la souveraineté numérique, on a des projets d'installation de data centers qui viennent toquer à la porte de RTE pour se raccorder au réseau. Et puis, bien sûr, c'est tout le volet de la mobilité, donc légère, lourde, donc légère pour les voitures, lourde pour les camions. Et peut-être ce qui est un peu nouveau aussi depuis 2 ans et demi, c'est de la mobilité lourde qui vient de e-fuel, c'est-à-dire de carburant qui pourrait être décarboné, qui pourrait servir pour le transport maritime ou pour l'aviation. Voilà donc un peu les grands secteurs. Et donc finalement, pour résoudre ce challenge qui est cette augmentation de 30% d'ici 2035, de quoi avons-nous besoin et quels sont les leviers? Il y a 4 leviers, c'est assez finalement facile de les exprimer comme ça, mais c'est beaucoup plus difficile de les appliquer. C'est donc un levier sur l'efficacité énergétique, c'est-à-dire l'amélioration de la performance de nos procédés, mais aussi l'amélioration de nos équipements et de nos bâtiments. C'est aussi l'isolation de nos bâtiments, par exemple, avec des estimations donc, que l'on vous a données sur des baisses de consommation associées. C'est un volet sobriété. Donc, ce n'est pas de la sobriété punitive, mais c'est de la sobriété qui est un peu identique à ce qu'on a vécu l'hiver précédent. Et les Français ont montré qu'ils étaient capables de faire cette sobriété-là, des gestes simples, d'éteindre la lumière dans des salles où on n'est pas, ou de baisser sa température à 19 degrés. Donc ça, c'est les 2 leviers sur la consommation, sur la demande. Et il y a 2 leviers d'ici 2035 sur la production. Alors, il y a le nucléaire existant, puisque d'ici 2035, il n'y aura pas de nouveau nucléaire. Donc, c'est l'optimisation du parc nucléaire existant et c'est un parc qui a été en difficulté l'année dernière, vous le savez, en 2022, avec des problématiques de corrosion sous contrainte. Donc, il est nécessaire de retrouver l'optimisation du parc d'aujourd'hui pour pouvoir avoir ces productions de 360 TWh minimum par an. Et après, le 4e levier qui reste, ce sont le levier sur le développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous avons une production de 120 TWh sur l'énergie renouvelable et nous estimons qu'il est nécessaire d'avoir entre 270 voire 320 TWh de développement d'énergie renouvelable d'ici 2035. Ce sont les seuls moyens de production complémentaires. Et donc le dernier slide, et peut-être que ce sera l'avant-dernier, on voit finalement nos prévisions qui sont d'ailleurs très proche de ce que il y a dans la consultation de la PPE du gouvernement aujourd'hui, d'ici 2035. Les 4 moyens, ce sont de l'hydraulique, du PV, donc du photovoltaïque, de l'éolien terrestre et de l'éolien offshore, sachant que s'il y a un des 4 moyens qui est un peu à la baisse par rapport à ces prévisions-là, il va falloir qu'il soit compensé par les autres. Et de manière identique sur les 4 leviers globaux, efficacité, sobriété, optimisation du parc nucléaire et énergie renouvelable. Les 4 leviers sont indispensables. Si un des leviers se fait de manière un peu moins forte que les engagements, ou en tout cas les cibles qui sont annoncées là, il va falloir qu'un autre levier prenne le pas pour compenser. Donc sur le volet hydraulique, donc on est à peu près au même chiffre qui ont été annoncés. Donc on estime entre 1,2 à 2,2 gigawatts d'hydraulique à mettre en place dans le parc français, sur le territoire français. Donc bien sûr avec plutôt un volet important sur les steppes et puis des volets sur soit du suréquipement, soit sur des nouveaux ouvrages. Et mon message, il est que finalement un projet hydraulique peut être bon à prendre. En tout cas, s'il ne se fait pas, il va falloir compenser par d'autres moyens d'énergie renouvelable ou d'autres efforts sur les autres axes, sur les 4 leviers.
Ensuite, peut-être le dernier slide que je voudrais présenter, c'est la vision régionale. Vous savez qu'on a donc une région donc avec des objectifs régionaux de développement d'énergie renouvelable dans le SRADET porté par le Conseil régional, qui prévoyait donc à sa sortie des volumes de photovoltaïque, d'éolien et d'hydroélectricité, et prévoyait un volume de 500 MW de nouvelles installations hydrauliques d'ici 2030. Voilà, donc les objectifs sont là. Nous, RTE, on est là pour accompagner les raccordements de ces nouvelles installations et faire en sorte que le mix de production de tous ces moyens d'énergie renouvelables et nucléaires en particulier permettent de répondre à la demande de demain. Et après, j'ai d'autres messages autour de la pilotabilité ou la flexibilité, mais qu'on pourra aborder après. Parfait, merci beaucoup. On poursuit avec sortir du nucléaire. Donc, Madame Dessereau ou Monsieur Guéry, je vous laisse. Oui, donc bonjour. J'ai préparé un texte, donc je vais le lire. Alors, l'association Sortir du nucléaire Bugey, elle œuvre pour la sortie du nucléaire en France et pour les alternatives, sobriété, efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables, tout en ayant une vigilance sur les impacts environnementaux. Les besoins en électricité. RTE, on vient d'en parler, dans ses scénarios pour 2050, prévoit une consommation d'électricité accrue à 645 TWh par an. Pour la période 2023-2035, c'est un peu ce qui vient d'être dit, l'augmentation de la production d'électricité sera uniquement assurée par le développement de l'énergie solaire photovoltaïque et de l'éolien, avec un bon fonctionnement du nucléaire existant. Le projet de barrage Ronergia, avec sa mise en service prévue en 2033, n'interviendra quasiment pas, de même que les 6 EPR voulus par le gouvernement. L'augmentation de la consommation d'électricité est principalement le fait du transfert de la mobilité thermique vers la mobilité électrique et du fort développement des pompes à chaleur et un peu de la réindustrialisation. Ces nouvelles consommations d'électricité vont accroître les pics journaliers et saisonniers de consommation. La production va être de plus en plus assurée par des énergies renouvelables photovoltaïques et éoliennes, variables mais prévisibles en fonction des conditions climatiques. Il y aura de plus en plus de journées où ces énergies assureront 100% de la production. C'est la raison pour laquelle RTE, dans ses scénarios, ne prévoit pour l'hydroélectricité que des productions flexibles. Par ailleurs, avec le scénario très nucléarisé souhaité par le gouvernement, la production d'énergie nucléaire restera très importante. Comme cette énergie est peu flexible et qu'une trop grande modulation aurait de lourdes conséquences économiques, cette énergie fonctionnera majoritairement en base. Alors, la modernisation d'ouvrages hydroélectriques existants, je rejoins ce qui a été dit. Pour accroître la production hydroélectrique, il faut agir prioritairement sur les ouvrages hydroélectriques existants. Ces travaux sont généralement à faible impact sur l'environnement. On s'intéresse aussi à la petite hydroélectricité. Il y a de nombreux moulins qui sont présents sur les cours d'eau et ils sont une cible pour les opérations de restauration de la continuité écologique des rivières. Beaucoup d'installations ont déjà vu le dérasement de leur seuil sans qu'il soit étudié la possibilité de rénover ces moulins. Même si ces installations ne font que quelques dizaines de kilowatts, elles peuvent présenter un intérêt pour une production locale. Ces installations existantes, l'impact environnemental est souvent très réduit. Pompage et turbinage. Les stations de transfert d'énergie par pompage sont composées de 2 bassins à des altitudes différentes. Elles permettent de pomper et de stocker l'eau dans le bassin supérieur en période creuse et de la turbiner en période de pointe. Ces installations sont particulièrement intéressantes pour faire face à la fluctuation des productions d'électricité solaire et éolienne et à celle de la consommation. En exemple, on en a déjà un peu parlé, avec 16 MW, le projet actuel d'EDF d'ajout d'une turbine-pompe au barrage de Saumortier, en aval du barrage de Vouglan sur la rivière d'Ain, va permettre une production supplémentaire de 200 GWh, 43% de plus que Ronergia, avec une puissance bien moindre, à des moments correspondant à des pointes de consommation ou des creux de production solaire ou éolienne. L'association Sortir du nucléaire Bugey considère avec intérêt ce projet, d'autant que les impacts environnementaux sont relativement faibles.
Le projet Ronergia maintenant. Le barrage projeté sur le Rhône au niveau des communes de Saint-Romain, de Jalionnas et de Loyette sera en fait un barrage au fil de l'eau. Il produira donc très majoritairement en base. Si le gouvernement lance son nouveau programme nucléaire, la production de base sera déjà excédentaire avec ses réacteurs nucléaires. Si le choix va vers un scénario 100% renouvelable, comme nous le souhaitons, il y aura une forte variabilité de production solaire et éolienne et il faudra surtout des installations de stockage. La construction d'un barrage supplémentaire produisant en base ne présente pas un réel intérêt énergétique. Par ailleurs, l'amortissement de ce barrage sera rendu difficile car il y aura souvent de la production d'électricité sur un marché européen saturé avec des prix de vente à coût nul ou négatif. Enfin, l'impact environnemental de ce projet est très important et le faible intérêt énergétique ne peut justifier une telle destruction du dernier tronçon naturel du Rhône. Ceci nous amène à nous interroger si l'intérêt de ce barrage à cet endroit, juste 4 km en aval du site nucléaire du Bugey et 1,8 km en aval du futur site des 2 EPR, souhaité par le gouvernement actuel, n'est pas pour améliorer et sécuriser le refroidissement des réacteurs nucléaires en période de basse eau. Nous avons étudié les sites des autres centrales nucléaires françaises en bord de rivière et il ressort que seules les centrales nucléaires de Bugey et de Nogent-sur-Seine ne sont pas associées directement à un barrage ou à un seuil. Les centrales nucléaires sur la Loire sont toutes associées à un seuil pour maintenir un niveau suffisant à la prise d'eau des pompes assurant le refroidissement des réacteurs nucléaires. Nous en concluons qu'avec les importantes baisses de débit du Rhône en période estivale, la création d'une retenue d'eau au niveau de la centrale nucléaire du Bugey et des éventuels futurs EPR2 serait une sécurité et le barrage Ronergia pourrait trouver là sa justification. Merci. Merci. On va terminer notre tour de table avec le CER, le syndicat des énergies renouvelables. Merci, bonsoir à tous. Pierre Kramer, je représente le syndicat des énergies renouvelables. Je suis donc un syndicat, syndicat des énergies renouvelables qui est un syndicat qui défend les énergies renouvelables et qui les promeut depuis 1993. Et pour ma part, je suis spécialisé dans l'hydroélectricité, qui est un domaine dans lequel je travaille depuis une quinzaine d'années. Je vais revenir très rapidement sur des choses qui ont été dites par plusieurs interlocuteurs. Effectivement, nous sommes face à un problème majeur pour l'humanité et pour la planète qui est le réchauffement climatique, qui est un peu le problème chapeau de tous les autres. C'est-à-dire que ce réchauffement climatique, il va avoir des contraintes sur la vie humaine, sur la biodiversité, sur l'état des rivières, sur beaucoup de choses, sur la sécurité des personnes, sur la sécurité des biens. Voilà. Donc traiter le problème du réchauffement climatique, c'est en quelque sorte commencer à traiter pas mal d'autres problématiques. En France, actuellement, les énergies fossiles représentent 60% de la production d'énergie. C'est beaucoup trop, et si on veut diminuer notre impact sur le climat, il va falloir ramener cette part à une part infime, la plus infime possible. Pour ce faire, on va devoir mener une transition énergétique qui peut être assez rude à mener, assez sévère. Une transition énergétique, ça doit être basé sur 3 piliers. Le premier, c'est la sobriété, qui est peut-être le plus important. Donc on va devoir moins consommer d'énergie, donc moins se déplacer, moins acheter, moins consommer. Première chose qu'il ne faut surtout pas oublier. La deuxième, c'est l'efficacité. Donc quand on aura un usage qu'on ne peut pas annuler ou supprimer, il va falloir le rendre plus efficace. Donc avoir des bâtiments qui soient mieux isolés, des véhicules qui consomment moins. C'est le deuxième pilier qui est tout aussi important. Et enfin, pour les consommations énergétiques qu'on ne va pas pouvoir supprimer ni rendre plus efficaces, il va bien falloir les produire par des moyens de production qui ne soient pas carbonés ou le moins carbonés possible. Il se trouve que l'électricité est un très bon vecteur pour reprendre le flambeau des usages qui sont actuellement assurés par le gaz, le pétrole et le charbon.
Et donc, il va falloir produire plus d'électricité décarbonée et notamment plus d'électricité d'origine renouvelable. L'hydroélectricité, pour cela, est à mon sens une très bonne candidate, dans le sens où c'est encore aujourd'hui la première énergie renouvelable du monde. Alors, énergie électrique renouvelable du monde, c'est la première en France. Elle est encore devant l'éolien, même si l'éolien est en train de le rattraper. Simplement, quand on parle d'hydroélectricité, il ne faut pas parler uniquement de production d'énergie. L'hydroélectricité, c'est depuis l'origine, depuis l'époque des moulins, c'est l'énergie hydraulique, c'est une énergie qui est avant tout une énergie de qualité. Ce n'est pas juste de la production, c'est de la production qui est pilotable et qui permet de rendre des services importants au réseau, des services notamment de services système, de réglage de fréquence, de tension, de pilotabilité, qui ne sont, s'ils ne sont pas assurés par l'hydroélectricité, doivent être assurés par d'autres sources, qui sont souvent des sources carbonées, qui émettent énormément de CO2. Je pense notamment aux centrales thermiques. L'hydroélectricité, ce n'est pas seulement de la production d'énergie, c'est également pas mal d'autres services. C'est déjà des ouvrages qui sont souvent bien intégrés dans leur environnement et dans leur territoire. C'est des énergies qui sont par nature réparties et donc avec une intégration qui est souvent faite depuis des dizaines d'années, et énormément d'ouvrages sont très bien intégrés et les populations locales tiennent à leurs ouvrages hydrauliques et hydroélectriques. Ce sont des ouvrages, vous allez même pour des grands ouvrages, vous allez dans le Beaufortain, voir le barrage de Roseland, c'est la fierté du Beaufortain. C'est des ouvrages qui peuvent faire la fierté des populations. C'est aussi des ouvrages qui ont des bénéfices locaux, qu'ils soient environnementaux, j'y reviendrai, ou des bénéfices même purement en termes de taxes et de revenus pour les communes et les collectivités. C'est des ouvrages dont la durée de vie est très longue. Comme on l'a dit, pour moi, c'est plutôt un point positif, puisque les premières centrales hydroélectriques ont été mises en service en 1890 dans ces eaux-là, par Aristide Bergès dans les Alpes, en Isère. Et elles sont toujours en fonctionnement avec des ouvrages qui n'ont quasiment pas changé. Ils ont été bien sûr maintenus, mais ils n'ont quasiment pas changé depuis 130 ans. En termes de développement durable, le mot durable prend ici tout son sens. Je voulais aussi signaler qu'il y a de très gros progrès qui ont été faits sur la diminution des impacts environnementaux des ouvrages hydroélectriques ces dernières années, notamment en ce qui concerne le transit écologique, donc c'est-à-dire le transit piscicole, le passage des poissons d'amont en aval et d'aval en amont des ouvrages, mais aussi le transit sédimentaire, les impacts des ouvrages sur la biodiversité, etc. Ça a été énormément travaillé, puisqu'on ne fait plus en 2023 des ouvrages hydroélectriques comme on les faisait à la grande époque de l'équipement hydroélectrique dans les années 50. Voilà, c'est vraiment des ouvrages qui sont conçus de façon à prendre en compte l'intégralité des facteurs, et notamment les facteurs environnementaux, qui souvent sont même le premier facteur que l'on prend en compte quand on place un ouvrage ou quand on le développe. Voilà. Et puis je voulais enfin apporter un dernier argument important en faveur de l'hydroélectricité, c'est celui que les ouvrages hydroélectriques, et plus largement les ouvrages hydrauliques, mais j'appuie sur les ouvrages hydroélectriques, permettent une gestion de l'eau. Cette gestion de l'eau, elle va être de plus en plus importante, c'est-à-dire que ce sont des ouvrages qui permettent, en plus de produire de l'énergie, qui n'est pas du tout leur seul usage, permettent de soit lutter contre les crues, on l'a encore vu dernièrement dans le Pas-de-Calais, on va avoir de plus en plus de crues d'après toutes les projections qu'on peut voir, donc ça permet de lutter contre les crues en stockant au moment de la pointe de crue les débits supplémentaires pour protéger l'aval des inondations, et ça permet surtout de lutter contre les étiages. Les étiages, donc, c'est les périodes des cours d'eau pendant lesquelles les cours d'eau sont à leur débit minimal pendant les sécheresses, voire à sec. J'ai noté en août 2022, il y avait, selon donc l'observatoire qui est indépendant, l'observatoire des étiages, il y avait 34% des cours d'eau relevés par cet observatoire qui étaient en ASEC. En août 2022, ça représente à peu près 1100 cours d'eau en ASEC. Je n'ai pas le chiffre de combien de cours d'eau étaient en ASEC sans les ouvrages qui ont fait du soutien d'étiage, mais je pense qu'il aurait été nettement plus important. Il faut se rendre compte qu'une année comme 2022, qui était très sèche, va se reproduire de plus en plus sur des périodes de plus en plus longues.
Donc les ouvrages hydroélectriques, ce ne sont pas seulement des ouvrages de production d'énergie, mais c'est aussi des ouvrages de gestion de l'eau, au sens très large, qui sont très importants. Et je conclurai en disant que, à mon sens, si je veux faire une petite métaphore, si on est dans une voiture qui fonce à 130 km/h dans un mur, et que le mur, c'est le réchauffement climatique, l'hydroélectricité, pour moi, c'est le frein et c'est l'airbag. C'est le frein dans le sens où produire de l'hydroélectricité, ça évite des émissions de gaz à effet de serre, et donc ça va ralentir le réchauffement climatique. Et c'est aussi l'airbag dans le sens où, quand on sera dans le mur du réchauffement climatique, ce qui est peut-être déjà le cas, les ouvrages hydroélectriques et les ouvrages hydrauliques de façon plus large vont permettre d'atténuer, d'amortir les effets du réchauffement climatique, ce qui sera également très important. Voilà. Merci. Je propose de conclure ce tour de table avec Monsieur le Préfet, qui est également présent autour de notre table. Oui, merci de me donner la parole. Alors, dans un premier temps, je vais expliquer ma présence ici à vos côtés. Je suis à vos côtés à la demande de Madame Bussiou, préfète de région, qui souhaite que j'assiste à vos débats, à vos échanges, non pas pour m'immiscer dans le cadre de cette concertation de façon malhabile et maladroite qui ne serait pas comprise, mais tout simplement parce qu'elle souhaite que je lui fasse remonter toute information utile qui lui permettrait d'apprécier ensuite les décisions qu'elle serait conduite à prendre en lien avec les garants ici présents, qui sont, comme cela est dit et qualifié par ce terme-là, les garants de la bonne organisation, de la bonne tenue et de la sérénité des échanges qui doivent avoir lieu jusqu'au 29 février prochain. Donc moi, je suis aussi là dans un cadre un peu particulier. J'attends ma nomination en tant que futur coordonnateur pour la construction des 2 EPR2 sur le site de Saint-Vulbas. Il y a donc une complémentarité à travailler, à suivre entre les 2 projets qui sont à la fois celui sur lequel vous êtes réunis ce soir, le projet Ronergia de centrale hydroélectrique, et puis les 2 futurs EPR qui, eux, seront livrés, s'ils se font, en 2043. Merci pour vos présentations. Vous maîtrisez parfaitement les sujets qui sont les vôtres dans vos domaines respectifs. Je suis en phase avec les domaines qui sont ceux de la souveraineté de la France, énergétique, diplomatique, industrielle, écologique. Et il y a un domaine que nous n'avons pas évoqué, qui est celui du pouvoir d'achat. Or, je pense que beaucoup de Françaises et Français qui assisteraient à nos débats seraient les premiers à nous dire « Mais avez-vous pensé au pouvoir d'achat et à la facture que nous payons et à l'augmentation que nous avons à supporter depuis plusieurs années ?» Et si le gouvernement a pris la décision d'avoir une stratégie renforcée dans le domaine de l'énergie renouvelable, de l'énergie nucléaire, mais de l'énergie en général décarbonée, c'est qu'il y a des enjeux aussi de pouvoir d'achat. Et nous devons le garder en tête et ne pas rester uniquement dans nos débats d'experts, parce que nous ne serions pas compris. Et l'enjeu, il est majeur. Je suis certain qu'autour de vous, vous avez des personnes qui vous en parlent. Et moi, je me réjouis qu'à terme, dans quelques années, on soit producteur excédentaire d'énergie. Parce que cela signifie qu'on pourra la vendre à d'autres, certes, mais qu'on pourra en faire bénéficier les Français et les Françaises et tous les foyers. Et l'enjeu, il est là. Et le représentant de l'État que je suis tenait à le faire remarquer parce que moi aussi, j'ai des proches qui aujourd'hui m'interrogent. Oui, pourquoi la facture d'électricité est-elle aussi élevée ? Oui, ils me posent la question parce qu'ils savent ce que je vais devoir accompagner dans les semaines et les mois qui viennent et les années qui viennent dans les projets qui nous réunissent ce soir. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, merci Monsieur le Préfet, merci pour vos différentes interventions. Je vous propose qu'on passe au débat. Je rappelle le titre de notre table ronde sur les besoins en électricité et le rôle de l'hydroélectricité qui doit animer nos échanges. Monsieur Archambault, vous souhaitiez réagir?
Moi, je voudrais intervenir pour dire que le souhait de la Commission nationale du débat public, c'est pas que chacun vienne défendre son bout de gras et son type de production électrique. C'est-à-dire que si c'est pour faire l'apologie de l'hydroélectricité en général, du photovoltaïque en général, de l'éolien en général ou du nucléaire en général, etc., on va tourner en rond. C'est-à-dire qu'on va répéter des discussions qui ont déjà lieu une fois, 2 fois, 3 fois, etc. Les discussions dans cette concertation, elles portent sur l'opportunité de ce projet en particulier. Donc, il y a 2 dimensions. Il y a est-ce que les objectifs qui sont affichés par l'État et tels qu'ils ont été rappelés par la DGEC et tels qu'ils ont été soulignés par le représentant des RTE, est-ce que ces objectifs sont pertinents? Est-ce que les moyens pour y parvenir sont discutables? Et si oui, discutons-en. Et deuxièmement, est-ce que le projet tel qu'il est proposé, c'est la thèse des maîtres d'ouvrage, correspond d'une façon ou d'une autre à ses besoins? Et le cas échéant, est-ce qu'il y a, il en est venu dans le débat, des alternatives ou des propositions complémentaires d'ailleurs, parce qu'on peut imaginer des mixtes de solutions. Voilà ce dont il nous faut parler ce soir. Hein. Il ne faut pas mener... Le fait que l'hydroélectricité soit une énergie flexible, pilotable, etc., est quelque chose d'assez connu. On peut toujours en discuter, mais enfin, en gros, ça fait longtemps qu'on dit ça. Bon. Donc le sujet, c'est bien le projet Ronergia au regard de ses objectifs, de la situation à la fois générale de la nation et de, le cas échéant, de la situation des objectifs en matière d'énergie renouvelable en Rhône-Alpes. Merci. Alors justement, moi je m'étais noté de revenir néanmoins sur quelques clarifications pédagogiques, puisque je rappelle que cette table ronde est filmée et a vocation avant tout à éclairer le grand public sur des sujets complexes en vue des réunions publiques qui vont se tenir prochainement. Et je me disais que la pilotabilité ou la flexibilité, je ne sais pas si c'est évident pour le commun des mortels, hein, qui n'a pas forcément tout lu, tout su. Donc Monsieur Chaumont pour RTE proposait de revenir sur ce sujet. Je pense que ça mérite un éclaircissement pédagogique pour justement comprendre cette question des besoins en électricité. Vous êtes plusieurs à avoir parlé aussi du fonctionnement en base, des besoins en pic, etc. Là aussi, hein, je pense qu'autour de la table, vous êtes tous des spécialistes du sujet. Je ne suis pas sûre, encore une fois, que le commun des mortels qui sera amené à regarder la vidéo ait tout bien compris à cette idée du fonctionnement en base ou en pic. Donc je vous serais reconnaissant à l'un d'entre vous d'expliciter peut-être cet aspect-là en matière pédagogique. Et puis au-delà, je pense que CNR devra réagir sur certains points sur lesquels le maître d'ouvrage a été interpellé très directement. Je pense à un point qui me semble important à préciser, même si ce n'est pas l'objet forcément de ce soir, mais de savoir si ce barrage a vocation à servir à refroidir les eaux de la centrale ou pas. C'est un sujet qui revient régulièrement. Je pense que c'est important qu'on le précise, en tout cas que le maître d'ouvrage réagisse là-dessus. La question de la modernisation, là aussi, CNR a été interpellé sur les capacités de modernisation, donc ça ne mérite pas d'y passer beaucoup de temps, mais encore une fois, je pense que les gens qui regarderont cette table ronde ont besoin d'être éclairés. Et puis plus globalement, effectivement, on est sur, encore une fois, hein, le sujet de notre table ronde, ce sont les besoins en électricité et le rôle de l'hydroélectricité dans la satisfaction de ces besoins. Moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a une sorte de divergence. Je rejoins ce que disait Monsieur Archambault sur est-ce qu'il faut tout faire? Faut-il vraiment faire tous les projets, comme certains l'ont dit? D'autres le contestent. On n'a peut-être pas besoin de tout, peut-être pas à cet endroit-là. Est-ce qu'on peut faire ce projet à un autre endroit? Ça rejoint les questionnements de Monsieur Archambault. Enfin voilà, moi, il m'a semblé qu'il y avait quelques points de divergence sur ces aspects-là qui méritent peut-être d'être discutés et réexplicités, encore une fois, pour notre public qui nous regardera ensuite. Peut-être je vous propose de commencer par des points de clarification pour que tout le monde nous comprenne, donc de revenir sur ce qu'on appelle pilotabilité, flexibilité, et puis ce qu'on appelle le fonctionnement en base ou la consommation de pic. Je ne suis pas sûre que ce soit encore une fois évident et il me semble que c'est un présupposé pour comprendre la suite de nos débats. Je vais bien commencer peut-être. Donc, si vous le souhaitez, j'aimerais bien m'appuyer sur un slide que j'ai plutôt, donc ça doit être le slide numéro 12. On va le mettre. Où on a en fait une courbe de consommation. Je voudrais expliquer finalement comment se passe voilà, c'est ce slide-là. Comment se passe la consommation électrique d'une journée classique. Alors là, on a une journée en juin, c'est juin 2023. Alors, c'est des courbes que vous pouvez d'ailleurs trouver sur l'application Economics de manière très ouverte, où vous voyez qu'en fait, la consommation, c'est donc le volume
tout en haut de la consommation France, vous voyez qu'elle n'est pas constante. En fait, elle a généralement une courbe de consommation qui donc est en creux de nuit, donc plutôt basse la nuit, puis qui commence à augmenter vers 6h, 7h du matin, parce que les activités prennent dans les foyers ou dans les industries, pour avoir un pic de consommation jusqu'à midi, 13h, 14h, c'est des choses qui évoluent, puis après un creux d'après-midi un petit peu, et puis après une petite pointe le soir, alors qui est plus importante l'hiver, lorsqu'il y a des pointes de chauffage, puis après de nouveau un creux qui est la nuit. Donc tout ça pour dire que si la consommation était toute plate toute la journée, ça serait facile, mais en fait elle varie en fonction de la journée. Alors, c'est le rôle de RTE, avec donc tous les producteurs qui sont sur le territoire, et puis avec les consommateurs qui consomment, d'assurer à chaque seconde cet équilibre entre la production cette consommation et la production associée. Alors, dans la production, là, vous avez en jaune le volume qui est produit par le nucléaire aujourd'hui, donc qui est, c'est vrai, plutôt en bande, même si le nucléaire a des capacités de modulation un peu à la baisse. Vous avez en bleu toute la partie qui est produite par l'hydraulique cette journée-là. Donc là, il y a tout le volume hydraulique, que ce soit du fil de l'eau, de l'éclusée, des centrales à barrage et des STEP, donc, des stations de transfert d'énergie par pompage, donc qui assurent ce volet hydraulique, là, on le voit sur toute la journée. Puis vous avez dans cette journée-là un petit peu de gaz aussi en rouge, de l'éolien en vert. Alors, si on zoomait, on verrait qu'il varie un petit peu. Donc, il y en a un peu plus la nuit, cette journée-là, et puis un peu moins dans la journée, puis un peu plus la nuit. Et puis, en orange, cette bosse qui est la production liée au solaire. Et qui, finalement, a toujours un peu cette bosse, mais qui peut être à des niveaux plus importants ou plus faibles, mais qui sera généralement sur ce créneau, on va dire 10h, 16h, qui est donc assez fixe. Donc, on le voit bien, il faut que la somme de toute cette production fasse la consommation. Donc, pour faire cet ajustement-là, généralement le solaire, donc on le prend en compte tel quel. L'énergie éolienne, on la prend en compte telle quelle aussi. Et puis, on ajuste avec les modalités, les productions qui sont modulables. Donc, on a bien sûr les barrages hydrauliques qui peuvent faire des ajustements, c'est-à-dire varier à la hausse ou à la baisse leur production, qui sont assez souples. Les STEP peuvent même pomper de l'eau. Voilà, on a des centrales thermiques qui peuvent démarrer, des centrales nucléaires qui peuvent baisser. Et on a des capacités aussi de modulation. Et c'est un peu le graphique de droit, où là, j'ai fait simplement, sur cette journée-là, un extrait de ce qui se passe sur le fil de l'eau et l'éclusée. Alors voilà, je n'ai pas le détail fil de l'eau exact, mais où on voit qu'on a des capacités de modulation. Alors, ce n'est pas des choses où on peut décider de baisser ou d'augmenter à la seconde ou à la minute près, mais c'est compte tenu de ce qu'on prévoit sur les lacs amont, par exemple ici pour Ronergia, sur Génissia ou sur le lac Léman. Est-ce qu'on est capable de moduler un peu la production sur le fil de l'eau ou sur l'éclusée du Rhône? Et donc, sur cette journée-là, en tout cas, ça, c'est le volume global France. On voit qu'on est capable de moduler. Donc, il y a les ajustements qui sont faits par les centrales type barrage hydraulique, où là, on peut démarrer, arrêter très rapidement. On a des capacités de modulation. C'est ce qu'on voit sur fil de l'eau éclusé. Et puis après, le dernier volet, pour un peu clarifier, ce qu'on appelle flexibilité. Donc, quand on dit ajustement d'une centrale à la hausse ou à la baisse, c'est de la flexibilité. Mais on a aussi des services que peuvent rendre les centrales qui sont des réglages très fins associés à la fréquence. On appelle ça du réglage primaire que font donc des centrales nucléaires, des grosses centrales hydrauliques, mais aussi les centrales fil de l'eau, et Ronergia en fait partie. Donc c'est du réglage qui optimise la production, adapte la production par rapport à la fréquence. Et ça, c'est un service qui rend au système, qui est donc offert par différentes centrales, mais en particulier fil de l'eau aussi. Merci de ces précisions. Je vous vois, je sens que la DGEC souhaite réagir peut-être sur ces sujets-là et plus globalement sur les points évoqués par M. Archimbaud. Effectivement, merci de me donner la parole. Je souhaitais réagir sur un des points que vous avez mentionné tout à l'heure dans le résumé des interventions,
qui est celui de et qui a été soulevé aussi par FNE, qui est celui tout kilowattheure est-il bon à prendre? Je suis d'accord que la réponse est non, tout kilowattheure n'est pas bon à prendre. Je suis allé un peu vite sur la présentation tout à l'heure, mais dans l'étude de potentiel qui a été réalisée, par exemple, on a exclu tous les cours d'eau en liste 1, c'est-à-dire tous les cours d'eau en très bon état écologique, car on considère que dans ces zones-là, on ne va pas mettre de projet hydroélectrique parce que là, il risque d'engendrer des impacts trop forts sur la biodiversité. Ensuite, vous avez indiqué que c'était un projet de toute petite taille. Il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, c'est quand même un projet qui est dans le régime de la concession, donc au-delà de 4,5 MW, alors qu'aujourd'hui, en France, si on regarde sur les 10 dernières années, on a essentiellement des projets sur le régime de l'autorisation, c'est-à-dire en dessous, donc c'est-à-dire entre 0 et 4,5 MW. Et donc que des projets de cette ampleur, c'est quand même 10 fois plus que le seuil de ces petites installations. Donc ce n'est pas négligeable tout de même en matière de production d'énergie. Et puis voilà, donc, je tenais tout de même à insister donc, sur le fait que la prise en compte des enjeux de biodiversité, des enjeux paysagers, des enjeux multiples associés à un projet est essentielle dans la phase du processus d'instruction et dans les décisions à prendre. Merci. Je propose peut-être déjà à CNR de réagir sur un certain nombre de points et puis de vous redonner la parole juste après sur les 2 points que j'avais évoqués et peut-être aussi sur la question que M. Archimbaud rappelait de en quoi Ronergia contribue-t-il aux objectifs qui ont été indiqués. Bon, je crois qu'on le dira à chaque modalité de la constatation. Le lien entre EPR ou centrale nucléaire existante, quand bien même elle tourne aujourd'hui sans un barrage, c'est évident, mais EPR2 et barrage hydroélectrique, si toutefois il était réalisé, n'a aucun lien fonctionnel et il ne faut pas qu'il y ait de lien fonctionnel. À savoir que de toute façon, si ce projet ne se fait pas, le projet d'EPR2 pourrait se faire et inversement. Voilà, donc il n'y a absolument pas dans notre coordination que nous avons avec EDF d'établissement de liens fonctionnels et EDF fera sa partie d'étudier le fonctionnement en totale autonomie de ces installations par rapport aux capacités du Rhône. Sur la modélisation des aménagements existants, alors c'est un fait qu'il y a un potentiel, y compris sur le Rhône. La CNR, à ce titre, et vous parliez de Génitia tout à l'heure, n'a pas attendu effectivement Ronergia pour parler d'alternatives et d'augmentation de ce potentiel de production, puisque nous y sommes depuis 2015. Et les turbines de Génitia qui sont aujourd'hui enfin les groupes en rénovation, entre parenthèses, sont des turbines, enfin des groupes d'origine de la construction, cet aménagement ayant été mis en service en 1948. Dans le programme demandé par l'État de travaux supplémentaires liés à la prolongation de la concession jusqu'en 2041, donc c'est la loi d'aménagement du Rhône, il y a aussi là une augmentation de productivité puisqu'il est concerné par Montélimar et par 6 petites centrales hydroélectriques supplémentaires qui sont à l'étude ou en travaux et qui correspondent à un potentiel supplémentaire de production de 350 gigawatts annuels pour une augmentation de gigawattheure, pardon, et pour une puissance de 80 mégawatts supplémentaires. Donc là aussi, c'est en cours et je dois dire que c'est tout ce qui est bon à prendre et en plus du projet Ronergia ou sans le projet Ronergia. Et nous continuons d'étudier ce potentiel d'augmentation de productivité puisque une équipe est en étude actuellement et dont les résultats surviendront et seront transmis à l'État. Et là aussi, il y a des potentiels, mais ces potentiels, ils sont à discuter sérieusement parce que, certaines solutions ont un impact sur l'environnement. D'autres solutions où ces mêmes solutions ont un coût. Et donc, tout cela, dans un programme sérieux, analysé par la CNR et transmis à l'État, sera à étudier et à voir quelles réelles possibilités seront à développer dans les futures années. Voilà.
Avant de repasser la parole à la Fédération de pêche, je voudrais vous faire réagir aussi sur la question que M. Archimbaud a posée sur en quoi Renergia répond aux besoins en électricité qui ont été exprimés par RTE et par la DGEC. Rappeler ce qui est effectivement déjà dans le dossier, mais dans la mesure où ça a été reposé, ça peut être le bon moment. Renergia produirait 140 gigawattheures de productibles, soit l'équivalent de 60 000 personnes alimentées hors chauffage, ou la ville de Bourg-en-Bresse. Alors je confonds toujours les deux. Si, Bourg-en-Bresse, c'est pas Bourgoin-Jallieu, c'est Bourg-en-Bresse. Voilà, donc ça, c'est un petit aménagement. Ce serait l'un des plus petits du Rhône, mais 60 000 personnes alimentées hors chauffage, ce n'est pas rien. Donc on peut considérer que cet aménagement a son utilité dans le mix énergétique, du moins régionalement, mais globalement au niveau national, et prend sa part dans l'effort considérable qu'il y a à faire en matière de production d'énergie renouvelable, et particulièrement lié à la production d'énergie issue de l'hydroélectricité. Merci. Pour la Fédération de pêche. Oui, simplement une question. Vous avez parlé de biodiversité tout à l'heure et qu'il n'y aurait pas de microcentrales sur les cours d'eau en liste 1, sauf ceux qui auront des dérogations. Puisqu'aujourd'hui, il y a des ruisseaux, des cours d'eau liste 1 avec dérogation. Oui, il y a 5 ou 6 dossiers qui sont même en cours. Alors, je trouve que c'est vraiment pas normal pour l'État d'annoncer ça. Hein. Voilà. La Salanche, vous l'avez autorisée sur une liste 1. La Bonne, vous l'avez autorisée sur un cours d'eau en liste 1. Voilà, ça c'est des faits. Et si on a perdu notre procès contre la Bonne. Ça nous a coûté un fric fou. Parce que, il y avait une dérogation qui nous paraissait quand même hasardeuse. C'est fait. La microcentrale aujourd'hui fonctionne. C'est des engagements que prend l'État, mais qui ne sont pas tenus sur le terrain. Donc c'était juste une parenthèse. Et puis deuxièmement, à juste titre, Monsieur le Préfet tout à l'heure a parlé de pouvoir d'achat et d'investissement, qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des investissements hasardeux. Le coût du projet Renergia, en fin de compte, qui est-ce qui va payer, qui est-ce qui va faire l'investissement de ce barrage avec le coût final que l'on saura certainement dans quelques temps, et combien d'années il faudra pour l'amortir. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur ces scénarios? Voilà. C'est une question. Hein. Alors, j'interviens juste pour dire que c'est un sujet qui est déjà traité par ailleurs dans la table ronde sur le modèle économique. Non, mais c'est pas du tout. C'est simplement qu'on sort un peu de notre sujet et je vous invite à regarder. La vidéo est en ligne et on a vraiment approfondi ce sujet fortement. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo qui répondra, je pense, à un certain nombre de points. Mais je laisse la CNR. Oui, quand même, en 2 mots. Hein. Ce projet est financé totalement par la CNR et donc est à considérer dans un équilibre général lié à la loi d'aménagement du Rhône, dont promulguée le 28 février 2022. Et donc, voilà, après, c'est un aménagement de longue durée de vie. Et donc, son amortissement se fait au fur et à mesure de la durée de vie, qui est estimée à 75 ans dans les premiers calculs, mais qui largement atteindrait les 100 ans d'exploitation. Donc, financé par CNR, sur une longue durée de vie de l'aménagement, et ça ne coûte à l'issue de la concession en 2041, si toutefois CNR n'était plus aux affaires sur le Rhône, ça coûterait rien à l'État de récupérer cet actif. Voilà, mais peut-être que la DGEC pourrait préciser. Enfin, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Je vous remercie. Pour sortir du nucléaire, allez-y. Oui, moi je vais revenir sur la flexibilité qu'on a évoquée tout à l'heure. Le graphique qu'on a vu, c'est la situation aujourd'hui. Or, ça ne sera pas du tout la situation demain, en 2050, puisqu'on aura beaucoup plus d'énergie renouvelable avec des productions par moment qui atteindront 100% de la consommation à certaines heures. Alors ça dépend aussi de comment on développe les énergies renouvelables, mais si on ne développe pas les énergies renouvelables, de toute façon, c'est qu'on aura du nucléaire, et le nucléaire, malgré ce qu'on nous dit que c'est flexible, tout ça, c'est
assez faux, parce que le nucléaire est très peu flexible, il y a des contraintes énormes, ça fatigue le matériel de faire varier la puissance de manière importante, ça peut bouger un petit peu, mais pas beaucoup. Donc en fait, et puis de toute façon, si on le réduit, le fonctionnement du nucléaire, les coûts augmentent. Donc en fait, pour des raisons économiques, le nucléaire fonctionnera maximum en base. Or, Ronergia fonctionnera aussi en base. Donc pour moi, il y a une incompatibilité des deux projets. C'est-à-dire que si on le sait, le projet du gouvernement actuel, qui n'est toujours pas voté, hein, on nous fait croire que c'est décidé, mais il n'y a rien de décidé. Ça, c'est aussi assez scandaleux. Entre autres, les déclarations qu'a fait la ministre ces derniers jours. Enfin, bon, l'ex-ministre peut-être. Mais il y a vraiment un problème. Si c'est ce scénario-là avec du nucléaire, Ronergia est complètement inutile parce que le nucléaire assurera largement la base et sera même excédentaire. Si on va vers du 100% énergie renouvelable, on aura encore beaucoup plus de variations dans les productions. Et ce qu'il nous faut, c'est vraiment des équipements de stockage. L'hydraulique peut en être une, entre autres avec les STEP, les stations de transfert, de pompage, avec les barrages de retenue, les barrages qui peuvent donner de la puissance instantanée rapidement, mais aussi les batteries, etc., plein d'autres choses au niveau du stockage. C'est un scénario complètement différent en termes de variabilité sur le réseau. Et effectivement, on a déjà des moyens de base. Ronergia n'assurera pas la stabilité du réseau parce qu'il y a déjà suffisamment de barrages en base qui peuvent l'assurer. Donc, en fait, je pense que pour nous, on pense que ce projet, vu ses impacts très importants sur cette dernière partie du tronçon du Rhône, pour nous, il est inutile. Ça, c'est votre contribution à une des questions. Est-ce que ce projet est utile pour répondre aux besoins? Pour reprendre les questionnements de M. Archimbaud sur les besoins en électricité, sur le diagnostic du besoin en électricité, j'ai pas le sentiment, enfin j'ai le sentiment qu'il y a un partage de ces besoins. Je regarde l'ensemble, mais j'ai le sentiment que le diagnostic de ces besoins est plutôt partagé, que c'est sur les moyens de les satisfaire que vous n'êtes pas convergents. RTE présentait les 4 leviers sur lesquels on pouvait agir, et si on abaisse un levier, donc l'hydroélectricité, est-ce qu'on peut le compenser autrement? C'est peut-être cette question-là qu'on se pose. Est-ce que si on met les 4 leviers les uns face aux autres, dans les scénarios qui sont proposés par RTE, finalement, est-ce qu'en ne faisant pas un projet comme Ronergia, est-ce qu'on peut compenser autrement? Est-ce que, je reviens sur cette question que M. Archimbaud a posée, est-ce que ce projet est indispensable, utile à la satisfaction des besoins en électricité tels qu'ils ont été définis? On va répondre peut-être à deux voix avec RTE. Quelques premiers éléments. Pardon, excusez-moi. D'abord préciser une petite chose, parce que quand le monsieur de la CNR, monsieur Lebert de la CNR parlait 140 gigawattheures par an, vous dites c'est l'approvisionnement d'une ville de 60 000 personnes hors chauffage, sans le chauffage. Oui, mais je trouve qu'on n'entendait pas bien. On pouvait dire en chauffage. Ça a été dit, mais disons-le voilà. Explicitement, hors chauffage. Voilà, comme ça va être retransmis, je voulais le préciser, c'est sans le chauffage. Voilà. Et puis moi, je vais dénoter par rapport à tout le monde, par rapport à la pertinence du projet. On ne parle pas... Il y a un autre aspect qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est l'aspect humain, c'est la santé. Et la santé des gens qui vivent autour de nous, c'est lié à la biodiversité. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je ne suis pas du tout technique, mais c'est un aspect très important et on ne pourra jamais compenser cette destruction de biodiversité, puisque c'est le dernier tronçon du Rhône qui est sauvage. On ne pourra pas le compenser ailleurs. Donc voilà, il faut y penser, et on parle un petit peu de santé et environnement. Les deux sont liés. On a besoin de la biodiversité pour être en bonne santé, pour manger, pour boire. Donc voilà, c'est par rapport à la pertinence du projet, je trouve que voilà, il faut penser à ça aussi. C'est pas du tout technique, mais il faut le dire.
Voilà. Donc Merci. pour moi, ce projet n'est pas pertinent. Sur ce sujet, je renvoie également à la table ronde qui a eu lieu sur l'environnement, les impacts sur l'environnement, où ces sujets avaient été évoqués. Donc, pour vous et pour le public qui nous regarde, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur cette table ronde. Vous allez dire que c'est mon obsession, mais on est à la 5e table ronde sur 6, donc j'invite de plus en plus à regarder les vidéos. Sur la réponse que vous souhaitiez faire à deux voix avec RTM. Donc, pour revenir sur le contexte, la question portait sur le mix des différentes sources d'énergie renouvelable à la place de l'hydroélectricité. Effectivement, aucune énergie renouvelable n'est parfaite. Chaque énergie renouvelable a ses impacts. Elles sont complémentaires. Elles ont chacune des avantages. Parmi les avantages tout de même de l'hydroélectricité à avoir en tête, elle rend un certain nombre de services au réseau. On l'a rappelé tout à l'heure. Il y a des machines tournantes qui vont permettre de stabiliser la fréquence du réseau. Il y a également des services de maintien de la tension que ne peuvent pas réaliser toutes les énergies renouvelables. Donc ça, c'est quand même une spécificité de l'hydroélectricité qu'il faut prendre en considération. Ensuite, même si on est sur un ouvrage au fil de l'eau, certes, on ne va pas avoir du stockage sur des très longues durées comme un barrage vallée, mais pour autant, on est capable, mais CNR saura le dire mieux que nous, de donner un programme de travail à son installation, la veille pour le lendemain, pour coller, autant que faire se peut, au profil de besoin. C'est-à-dire, certes, on ne va pas stocker sur un mois une quantité énorme d'énergie, mais à la veille pour le lendemain, on peut être capable d'ajuster la courbe de production aux besoins. Ce qui est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec du photovoltaïque ou de l'éolien, où là, pour le coup, on est complètement tributaire de l'ensoleillement ou du vent. Donc, je ne sais pas si RTE, vous voulez compléter. Oui, je peux compléter sur deux sujets. Alors, d'abord, sur les 4 leviers, vous parliez des leviers d'efficacité, de sobriété, d'énergie renouvelable et d'optimisation du nucléaire. Donc, c'est difficile d'avoir une conséquence liée spécifiquement au barrage Ronergia, mais si on baisse un peu la capacité de la production d'énergie renouvelable d'ici 2035, qu'on va développer d'ici 2035, ça peut être, par exemple, une conséquence d'avoir un effort supplémentaire à faire sur la sobriété. Je fais un exemple. Donc, où au lieu d'avoir des besoins de baisse de sobriété qui sont légers, on va peut-être être obligé de faire une baisse de sobriété un peu plus importante pour passer des hivers ou des situations un peu complexes, des journées un peu difficiles. Donc, il faut peser, en fait, des leviers, enfin tous les leviers finalement ont des conséquences. Le développement d'énergie renouvelable a des conséquences lorsqu'on développe des parcs, quelles que soient les énergies renouvelables d'ailleurs associées. Et si l'on veut économiser ces parcs de production d'énergie renouvelable, il faut aussi accepter des baisses qui vont toucher la société, qui vont nous toucher nous dans nos gestes quotidiens. Et peut-être un deuxième aspect sur la complémentarité des mixtes. Je veux bien, si vous le souhaitez, vous présenter un graphique qui est le slide 13, qui permet d'avoir aussi quelque chose qui dépasse un peu la journée. Je ne sais pas si vous arrivez à l'afficher, mais qui permet d'avoir des complémentarités saisonnières entre les énergies renouvelables. Voilà. Où vous voyez, en fait, là, ce sont des graphiques sur 5 ans, depuis 2018 ou 2022. Donc, c'est des graphiques de production réalisée, où vous voyez que finalement, là, c'est bien l'hydraulique fil de l'eau que l'on a sélectionné. Ce n'est pas l'ensemble du parc hydraulique, c'est juste le fil de l'eau, où on voit qu'en fait, les productions de fil de l'eau, forcément, sont plus importantes pendant l'hiver et puis après, au début du printemps, puisqu'il y a la fonte des neiges, et qui après descendent finalement plutôt à partir de l'été jusqu'au début de l'automne. Alors qu'on a des parcs, par exemple, enfin des productions solaires qui, elles, ont une courbe plutôt en cloche sur l'année. Et donc, on voit que sur une partie de certains mois, la puissance qui peut être obtenue par de l'hydraulique, fil de l'eau, peut compenser du manque de solaire sur une partie de l'hiver, par exemple. Ça, c'est un exemple. Voilà, j'ai un deuxième slide qui est le slide suivant sur peut-être une complémentarité qu'on peut aussi avoir entre le fil de l'eau et l'éolien, où on voit que sur les 5 dernières années, il y a une très forte variabilité de l'éolien que l'on peut voir sur des échelles de temps de plusieurs mois, avec plutôt une stabilité de ce qui est produit par le fil de l'eau. Donc ça permet d'avoir une complémentarité.
Merci. Pour sortir du nucléaire, vous souhaitiez réagir, je crois. Oui, je voulais juste réagir par rapport au photovoltaïque. Le photovoltaïque, il commence de plus en plus à y avoir des parcs photovoltaïques qui intègrent du stockage batterie pour écrêter la production sur la journée complète. Donc il y a aussi des solutions avec les énergies photovoltaïques et éoliennes pour s'adapter. Par ailleurs, tout à l'heure sur la flexibilité, j'ai oublié de parler de la consommation. Et notre consommation, elle va avoir des nouveaux pics. Enfin, il y a des pics qui existent déjà avec le chauffage. Il ne faut pas se leurrer, on va toujours les avoir parce qu'il y a deux choses qu'on développe actuellement, c'est les pompes à chaleur. Il ne faut pas oublier qu'une pompe à chaleur, on raisonne, on dit qu'effectivement, ça a une performance de 3 par rapport à un radiateur électrique conventionnel, hormis que quand il fait très froid, c'est 1,1. Et que la puissance monte. Et là, on va avoir des montées de puissance qui ne sont plus linéaires, mais exponentielles, donc beaucoup plus difficiles en plus à gérer. Et il ne faut pas se leurrer, il y aura beaucoup de logements qui seront équipés encore en convecteur électrique, parce que c'est l'installation la moins chère, et que dans la promotion immobilière, c'est ce qui passera le mieux, surtout avec des appartements bien isolés, mais ça créera aussi des pointes. Et puis sur la mobilité, je pense qu'il faut se poser la question. La mobilité, il y a 2 pointes qui vont arriver. Une pointe nocturne, parce que tout le monde va vouloir recharger sa voiture pendant la nuit. Quand tout le parc sera devenu avec des voitures, cette pointe, elle risque d'être relativement importante. Et il y a une autre pointe qui pourra être énorme, c'est celle lors des grands déplacements, comme les départs pour Noël, là, pour les vacances, où tout le monde va vouloir faire des recharges rapides sur l'autoroute avec des bornes qui font 250 kW. Je ne sais pas si vous imaginez la pointe que ça va créer. Donc, c'est bien pour ça que j'insiste, on n'a pas besoin de moyens de production de base, on a des besoins de moyens de production pour répondre aux pointes et aux variations de production des énergies renouvelables photovoltaïques et éoliennes. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut développer. S'il y a de l'argent à mettre, c'est là. Et je pense que c'est beaucoup plus là que sur un moyen qui vient, un barrage qui viendrait produire un petit peu, mais de manière marginale. Et en plus, comme je l'ai dit, l'électricité, elle se vend sur un marché. Et quand il y a de la surproduction, le marché, les coûts sont très très bas, voire nuls, voire négatifs. Et comment amortir une installation coûteuse si la moitié du temps, on vend cette électricité à coût zéro? CNR souhaitait réagir et ensuite le syndicat d'énergie urbaine et la Fédération de pêche. Oui, je crois que tout le monde a parlé de flexibilité, de pilotage, de programmation ce soir, sauf la CNR. Donc il est peut-être temps aussi qu'on précise de quoi il retourne dans un ouvrage comme celui de Ronergia, pour bien centrer sur l'ouvrage projeté, en tout cas mis en débat. Alors, il n'y a pas un mot à changer à ce qu'a dit RTE et ce qu'a dit la DGEC sur les services rendus au système électrique. Et en revanche, on est totalement en contradiction avec l'affirmation qui serait de dire qu'un ouvrage comme Ronergia serait de la pure base. Parce que c'est inexact dans la mesure où Ronergia viendrait compléter une chaîne existante qui elle-même est exploitée avec un mode d'optimisation modulable, comme l'a indiqué François Chaumont, qui aussi apporte des services annexes au système électrique en matière de fréquence et de tension, ça a été dit, donc ça, je n'y reviens pas. Et ça se matérialise non pas par une flexibilité totale sur un horizon de long terme. On ne peut pas décider 100 jours à l'avance que tel jour on aura telle production sur la chaîne du Haut-Rhône qui serait complétée par Ronergia. En fait, ça serait la même gestion en ajoutant Ronergia sur la chaîne du Haut-Rhône que la gestion d'aujourd'hui. Ça permettrait d'ajouter un effet de levier afin de répondre à des besoins et de suivre une courbe de demande. Par exemple, celle qui a été présentée par François Chaumont pour RTE, qui correspond à la courbe de demande caractéristique actuelle, laquelle courbe de demande, ça, vous avez raison de le dire, pourrait évoluer dans le temps pour des raisons qu'on est capable de prévoir et peut-être d'autres moins. Il faut rester modeste en la matière. Et également, un besoin qui pourrait aussi évoluer en fonction du profil, là aussi vous l'avez dit, des autres moyens de production. Si, par exemple,
on arrivait à une production solaire excédentaire en journée. Ça modifierait le besoin exprimé à l'horizon de programmation, c'est-à-dire, par exemple, la veille pour le lendemain sur la courbe à donner à cette production. Mais ça n'empêcherait pas que ce caractère modulable qui aujourd'hui permet de donner à la production du Haut-Rhône la forme qui correspond à celle de la courbe présentée par RTE, la forme générale, en fonction du volume d'eau disponible chaque jour. Ce n'est pas le même tous les jours, même si la retenue de Génissia à l'horizon hebdomadaire et sur un horizon annuel, le lac Léman qui fait office de réserve géré par nos confrères des services industriels de Genève, selon des protocoles internationaux. On pourrait changer la forme donnée à cette courbe de production de Ronergia et de la chaîne du Haut-Rhône pour répondre à un nouveau mode d'exigence qui serait par exemple de réduire la production en journée parce qu'il y aurait beaucoup de photovoltaïque et de l'augmenter le reste du temps quand il n'y a pas de photovoltaïque, parce que ça par contre c'est assez prévisible. La nuit, il n'y a pas de photovoltaïque, et je dis ça sans ironie, en ce sens que CNR défend aussi les autres formes de NR et les développe avec le solaire et l'éolien. Donc ce caractère modulable, il est avéré puisqu'il existe déjà sur la chaîne. Ça serait un maillon de plus à cette chaîne qui viendrait renforcer ces capacités vertueuses pour le système électrique que n'apportent pas d'autres moyens de production renouvelables avec des ouvrages comme ça. On n'est pas en train de dire que c'est une flexibilité totale comme avec de la haute chute. Néanmoins, la haute chute, ce n'est pas non plus une corne d'abondance inépuisable pour passer les pics de production, ou de demande plutôt. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez faire avec des moyens au fil de l'eau pour ajuster une courbe, ça viendra en déduction de l'exigence qui va peser sur les réserves que sont les ouvrages les grands réservoirs et les ouvrages de haute chute qu'on trouve par ailleurs, par exemple, dans la région, dans les Alpes. Merci. Alors, le syndicat des énergies renouvelables et la Fédération de pêche. Je voulais revenir sur 2 points. Le premier, c'est les impacts. Quoi qu'on fasse, on a un impact. On va devoir faire une transition. C'est un lieu commun, ce que je viens de dire, mais on va devoir faire une transition énergétique. On aura forcément des impacts. Je prends par exemple le scénario médian de RTE, qui est le M23, donc assez médian. Les variations autour, on pourrait en parler aussi. Sur ce scénario M23, vous avez par exemple 20 gigawatts de nouveaux thermiques décarbonés pour assurer les flexibilités. 20 gigawatts, donc ça fait 20 gigawatts de centrales qui vont fonctionner à l'hydrogène. Pour bien qu'on se représente, une centrale de ce type-là, thermique, c'est à peu près 500 mégawatts, donc ça fait 40 centrales thermiques à placer en France, avec tous les impacts qu'il y a. Et ce ne sera pas simplement des impacts sur la biodiversité, ce sera aussi des impacts sur les paysages, sur où est-ce qu'on va les mettre, parce qu'il faut bien les mettre quelque part. Moi, personnellement, je préfère avoir un barrage en bas de chez moi qu'une centrale thermique qui fonctionne, même si elle fonctionne à l'hydrogène. Il faut aussi se rendre compte que cet hydrogène qu'on va emmener dans ces centrales pour assurer de la flexibilité, pour 20 gigawatts, certes, ces centrales ne tourneront pas souvent, mais sur ces 20 gigawatts-là, il va falloir produire l'hydrogène à partir de sources renouvelables, donc c'est-à-dire mettre énormément plus de sources renouvelables, puisque l'ensemble du cycle entre la production et la restitution, c'est un rendement sur l'hydrogène à peu près 30%. Et puis il va falloir créer le réseau pour emmener depuis les sites de production et les électrolyseurs jusqu'au site de consommation. Ce réseau, à l'heure actuelle, il est en partie existant, puisque c'est le réseau de gaz de GRT Gaz. Il est en partie existant, mais il n'est pas du tout fait pour ça. C'est-à-dire qu'il est fait pour aller des sites de production de gaz ou des sites de réception de gaz aux sites de consommation, et pas du tout pour transférer depuis des sites de production électrique et des électrolyseurs vers des sites de consommation pour produire de l'électricité. Donc il y a aussi énormément d'impact. Et je trouve que c'est souvent un peu réducteur, à mon sens, de dire « Ah tiens, ce projet, il y a des impacts, donc il ne faut pas le faire ». Il faut forcément, alors je ne dis pas du tout que c'est le propos de certains autour de la table, mais je pense qu'il faut dézoomer un peu et se dire, on est dans un combat contre quelque chose qui est plus fort que nous pour l'instant, qui est le réchauffement climatique, et pour lutter contre ça, on va forcément avoir des impacts locaux qui vont compenser des impacts globaux. Il faut prendre ça d'une manière très globale, et ça me semble assez difficile de se restreindre à quelques impacts en particulier, par exemple l'impact très local sur la biodiversité vis-à-vis de l'impact qu'on pourrait économiser sur le climat. Première chose. La deuxième chose, je voulais revenir sur la remarque qui a été faite sur la santé et la biodiversité.
Je nie pas qu'un projet comme ça a fortement des impacts négatifs, c'est obligatoire, on va couper un fleuve, forcément il y a des impacts négatifs. Je pense qu'il y a aussi des choses qu'on ne prend pas en compte dans l'évolution du climat qui vont amener de la valeur et qui vont créer des impacts positifs pour ces ouvrages. Ce que je disais tout à l'heure, on va avoir de plus en plus d'été avec des rivières qui vont être à sec. Il faut se rendre compte de l'impact sur la biodiversité de la sec des rivières. C'est-à-dire que les poissons n'ont plus nulle part où aller, c'est-à-dire que c'est même pas qu'ils sont bloqués à la montaison, à la dévalaison, c'est qu'ils n'ont plus nulle part où aller. Les barrages peuvent se transformer, si on le gère correctement, en refuge pour la biodiversité, en refuge pour la biodiversité terrestre aussi, qui peut aller à des endroits où il reste de l'eau. Et dernier point, les ouvrages, même au fil de l'eau, comme Ronergia, mais comme de nombreux ouvrages en France, notamment en plaine alluviale, ont un effet de recharge de nappe qui est déjà le cas aujourd'hui et qui est assez mal compris et assez mal estimé. J'ai déjà personnellement travaillé sur des ouvrages de ce type-là, en plaine alluviale, où vous avez plusieurs mètres cubes secondes qui s'échappent de l'ouvrage et qui vont recharger les nappes uniquement du fait de la présence de l'ouvrage. Ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est que on peut fournir de l'eau potable avec du pompage dans ces nappes. Il faut savoir que le Rhône, actuellement, c'est 2,3 millions de personnes qui sont alimentées en eau potable grâce aux nappes du Rhône. Donc on peut fournir de l'eau potable et on assure, grâce à la présence juste de ces ouvrages, un décalage des débits qui sont alors je vois qu'on n'est pas d'accord, mais qui sont... allez-y, on assure un décalage des débits qui, au lieu de passer énormément en crue et moins en étiage, sont décalés par le passage des nappes. Et il y a d'ailleurs je finis juste sur ce point, il y a d'ailleurs une expérimentation en ce moment sur le bassin de la Garonne. On sort un tout petit peu de notre sujet sur l'électricité, c'est pour ça. C'est quand même important dans un ouvrage comme ça, qui est un ouvrage de multi-usage, ça me semble. Et il y a en ce moment une expérimentation sur la Garonne qui a pour but justement de mettre en valeur cette recharge de nappe par des ouvrages hydrauélectriques. On a justement une table ronde sur le sujet de l'eau demain soir. Pour la Fédération de pêche. Moi, je vais être très bref. Simplement, j'ai entendu sur cette table ronde tous les scénarios possibles pour pouvoir faire de l'électricité, parce qu'on va en avoir grandement besoin. Je nie pas l'évidence. Par contre, est-ce qu'il a vraiment été mis sur la table? Alors, ça a peut-être été dit dans d'autres tables rondes, ou ça sera peut-être évoqué dans les futures. Mais je pense que l'accent, et là je me retourne vers les services de l'État, les économies d'énergie, la sobriété, mais d'être sobre, ça c'est pas être économe. Sobre, c'est faire un peu attention, c'est faire essayer d'être un peu moins... mais des économies, carrément penser à ce que on fasse vraiment du moins sur la consommation. Est-ce que l'État met vraiment les moyens sur la table aujourd'hui pour aller dans ce sens-là? Parce que je pense que c'est vraiment un axe important, parce que là, on va construire de nouveaux ouvrages pour pouvoir avoir à disposition de l'énergie autant qu'on en a besoin. Et après, quand on n'en aura plus, on n'en aura pas assez, ben on en mettra encore des nouveaux, et etc., etc. Quand est-ce qu'à un moment donné, on va se pencher sérieusement pour être vraiment très, très, très économe pour essayer de dépenser le moins possible? Je pense que c'est un axe qui fait partie de ce projet, qui vient compléter une nouvelle chaîne, enfin une chaîne de barrages existants sur le Rhône, où le Rhône, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est le fleuve le plus impacté d'Europe par les ouvrages électriques, et le seul endroit qui reste, c'est un tronçon de 25 km, et sur ce dernier tronçon, qui ressemble encore à peu près à quelque chose d'acceptable pour la biodiversité, on va y coller encore un nouveau barrage. Alors quand on sera arrivé à terme du manque d'électricité, on en fera encore un nouveau où, etc., etc. Donc à un moment donné, il faut peut-être se donner une barre, quoi. Voilà, c'était ça mon raisonnement. Alors, il me semble que ça revient sur le sujet du mix énergétique, et qui est un des leviers, hein, les économies d'énergie. Et encore une fois, le sujet des impacts sur l'environnement. Alors, vous allez dire que c'est encore une fois ma lubie, mais ce qui a été largement abordé au moment de la table ronde sur l'environnement.
je voulais intervenir, oui, sur les impacts sur l'environnement. Bon, d'abord, bon, vous nous parlez de modulation, c'est vrai, on a regardé, on a vu qu'il y avait 20 millions de mètres cubes comme stockage sur le barrage de Ronergia, ça ne nous a pas échappé. On a vu qu'il y avait 3 petits groupes, alors que normalement il devrait y en avoir 2. Enfin, normalement, si on regardait les autres sites, donc on bénéficierait d'un effet d'échelle. Mais si vous avez mis des petits groupes, c'est que vous voulez turbiner des petits débits, normalement à l'étiage ou des choses comme ça pour avoir des débits d'armement. Et donc, dans le dossier, on ne voit pas les impacts de ce fonctionnement, alors que ce fonctionnement qui va servir à faire un peu de modulation. Et je l'ai signalé dans mon intervention qu'effectivement, on pouvait faire de la modulation. Et ça va avoir un impact sur les marnages dans les retenues, ça va avoir un impact sur les variations de débit à l'aval. Donc il y a tout un tas de volets de choses que vous n'avez pas développées dans votre, ne serait-ce que pour mémoire, dans la présentation des impacts. Puis je vais élargir mon point sur les impacts de l'hydroélectricité. Alors on a entendu beaucoup de choses. Moi je renvoie les personnes à voir ce qu'écrit l'Office français de la biodiversité sur les impacts de l'hydroélectricité. Vous trouverez facilement des documentations et vous verrez qu'elle est avérée, indiscutable, et ça fait consensus dans le monde scientifique, j'en rajoute pas. Mais je vais l'illustrer par un point particulier sur le Rhône, puisque quand même, je vous rappelle, on est sur un ouvrage sur le Rhône. Sur le Rhône, je vais parler des migrateurs sur le Rhône. Les migrateurs sur le Rhône, les aloses, elles remontaient jusqu'au lac du Bourget. Aujourd'hui, elles dépassent Avignon à peine. Malgré les travaux, malgré tout ça. Messieurs, quand vous ferez remonter... Alors, on a eu... à nouveau, je vous renvoie vers la table ronde qui a vraiment traité de ce sujet des impacts environnementaux et avec les réponses du CNR et vos collègues de FNE, d'ailleurs, qui étaient présents. Aujourd'hui, elle ne dépasse pas l'Isère. Donc, messieurs, quand les hydrauliciens disent qu'ils ont amélioré, quand l'Alose remontera au lac du Bourget, quand l'Anguille remontera Encore une fois, monsieur, je vous renvoie à la table ronde sur l'environnement où vos collègues des FNE étaient présents et ont interpellé le syndicat des énergies renouvelables a parlé qu'ils avaient modéré leur impact sur l'hydroélectricité. C'est archi faux. Archi faux. D'accord. Merci. Alors, l'État souhaite réagir, la DGEC, ensuite on va s'acheminer vers notre conclusion, parce qu'il est presque 21h. Moi, en réaction à votre question sur la sobriété, c'est effectivement vraiment l'un des 3 piliers indispensables à l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Sur les chiffres, RTE me corrigera, c'est pas bon, mais dans les objectifs de développement des énergies renouvelables qui sont fixés dans la stratégie française énergie et climat, ça prend bien une hypothèse de réduction de la consommation de 40%, il me semble. En tout cas, sur l'énergie globale. Oui, ça, sur l'énergie globale, c'est 40% de réduction. Donc, c'est quand même relativement ambitieux. Alors, je n'ai pas la part efficacité et sobriété, mais l'efficacité ne suffira pas et il faudra inclure la sobriété. La sobriété, c'est un vrai challenge parce que, comme les projets, ça a des enjeux d'acceptabilité très forts. Les leviers les plus efficaces en termes de sobriété, c'est moins se chauffer, c'est réduire son usage. Donc ça touche au quotidien de tout un chacun, et donc c'est des actions qui sont dures à mettre en œuvre. Pour autant, le gouvernement essaye de faire son possible pour les accompagner. Il y a des aides pour le covoiturage, il y a des campagnes d'information. C'est un des leviers, il est nécessaire, et il est dur comme les 3 autres. Merci. Monsieur de la CCI, vous souhaitez également réagir? Ensuite, on va conclure. Oui, réagir par rapport à la question de la sobriété, simplement pour dire qu'au niveau des entreprises, la transition qu'on est en train de vivre, la sobriété et l'efficacité énergétique, aujourd'hui, c'est déjà intégré parce que la sobriété et l'efficacité énergétique, c'est faire des économies. Et dans les entreprises, aujourd'hui, ce sont des choses qu'on regarde de façon très attentive. Mais là, ce qu'il faut bien avoir en tête, je suis sur les besoins, c'est-à-dire que la mutation industrielle qu'on est en train de connaître, effectivement, là, il y aura sûrement des ruptures technologiques demain qui permettront d'être encore plus efficaces, et on voit que de toute façon, ça s'améliore régulièrement. Mais là, on a une bosse de consommation d'énergie électrique qu'on ne peut pas éviter à partir du moment où on veut faire de la production décarbonée. Voilà, ça c'est sur la partie industrielle. Et puis je voulais dire aussi, en fait les entreprises, je vois le débat, l'impact sur les questions d'environnement les entreprises sont aussi très attachées aujourd'hui à ce que dans nos procédés industriels,
on limite au maximum notre impact sur l'environnement. Parce que vous l'avez dit, madame, les questions de santé aujourd'hui. Aujourd'hui, un industriel qui ne prendrait pas en compte ces questions-là, il sort du marché. Enfin, je veux dire ça, c'est pas supportable demain. Donc aujourd'hui, en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'industriel, je pense qu'il y a un vrai travail. Il faut je pense qu'effectivement, on raisonne en termes d'impact et qu'on améliore, mais ce n'est pas que sur la production d'énergie hydroélectrique ou d'énergie en général, c'est dans notre société, comment globalement on intègre mieux la biodiversité, la protection de l'environnement dans nos modes de vie et dans notre aménagement du territoire. Et je crois qu'on ne peut pas simplement, voilà, alors bien sûr il faut que ça soit pris en compte sur la production d'énergie, mais globalement la question c'est comment on a une vision globale de ce sujet, et à mon avis on ne peut pas le segmenter, les couloirs écologiques, tout ça, ça doit circuler, ça doit fonctionner, mais c'est un enjeu d'aménagement du territoire au sens global, au-delà de l'énergie. Merci. Je vous propose qu'on s'achemine vers notre conclusion et je passe la parole à Messieurs les garants pour conclure notre table ronde. Je crois qu'on a amorcé la discussion seulement, et c'était nécessaire, mais on n'est pas quitte de l'ensemble de la discussion. C'est-à-dire qu'il va falloir continuer à poser des questions, à réagir, à interpeller, à débattre, à argumenter, davantage qu'en affichant des prises de position un peu abstraites et un peu générales, et en descendant en particulier au niveau du local, au niveau du projet. Moi, j'ai noté un certain nombre de points. Donc, moi, j'invite tout le monde à le faire par l'intermédiaire du site, par l'intermédiaire des réunions publiques, par l'intermédiaire des cahiers d'acteurs, par l'intermédiaire de... Bon, il faut prolonger cette discussion hein, qui n'en est qu'à ses débuts. Je crois qu'on a encore besoin d'un éclairage complémentaire sur, je dirais, macro-énergétique et macro-électrique. Hein, parce que c'est pas aussi vrai que ça qu'il n'y a pas de contestation. Excusez-moi de vous le dire, mais alors on a invité Negawatt ce soir. Ils ne sont pas venus, il faut le dire. Hein, on les a sollicités. Enfin, ils ont des arguments. Ils discutent, mais ils ont des arguments. Des arguments sur l'efficacité électrique, sur la réserve d'efficacité électrique dans ce pays. Ils ont des arguments sur la sobriété, ils ont des arguments sur l'économie d'énergie, sur le dosage des efforts, en particulier fait par ce gouvernement, c'est une critique, sur les 4 points qui ont été dits. On entend même dire que désormais les énergies renouvelables c'est considéré comme trop importantes pour qu'on fixe des objectifs chiffrés dans les prochains documents de programmation. Mais ça, c'est peut-être évidemment, un point à préciser. Donc, je crois qu'on a besoin d'un éclairage complémentaire sur ces questions de macro-énergétique. Un deuxième point qui était très intéressant dans la discussion, par contre, j'ai trouvé, et là on rentre vraiment dans la discussion, c'est sur les besoins en base ou pas. Et la réponse qui a été apportée mérite contre-argument à nouveau par la CNR, de ce point de vue intéressante. Elle indique qu'il y a une forme de complémentarité entre les équipements qui fait qu'on ne peut pas raisonner sur cet ouvrage comme si c'était simplement en base. Bon, c'est l'argument de la CNR, il faut répondre. Donc il faut qu'on progresse dans l'argumentation et qu'on entende ces discussions me paraît très intéressante. Il y a un troisième point qu'on n'a pas abordé, c'est l'affaire des steps. C'est-à-dire la capacité, la réserve. Bon, il y a un projet qui a été évoqué, il y a celui-ci, il y en a peut-être d'autres, enfin, etc. Bon, donc est-ce qu'on peut atteindre, mais ça sera un peu aussi l'objectif des discussions sur les alternatives, que de regarder si on peut atteindre les objectifs avec ce type qui est prévu hein, dans les documents de programmation, et dans quelle mesure. Bon. Et puis il y a un dernier point qui me paraît important également de creuser, c'est la question de savoir si si on peut faire l'étude d'amélioration du productible sur les équipements seulement de la CNR, j'ai déjà mentionné ce point, hein, mais également sur d'autres équipements, en particulier ceux du concurrent, ami et partenaire EDF. C'est-à-dire quel est le potentiel global de gain de productible sur l'ensemble des équipements existants. Donc ça, je crois qu'en tout cas, sur le bassin fluvial qui nous intéresse, on ne va pas aller forcément chercher beaucoup plus loin, mais bon. Donc ça, je crois que ça mériterait d'être discuté. Donc au total, soyez remerciés. Notre idée, c'est vraiment d'entendre un argument, d'entendre un autre argument et de faire progresser ainsi la discussion, de ne pas rester à la sortie de ce débat public avec les mêmes arguments qu'on y entrait, parce que dans ces conditions, l'intérêt est relativement limité. Je rappelle que le fond de la discussion, c'est le rapport qualité, quantité, coût, prix, impact. Alors impact à la fois en termes de climat, mais enfin, excusez-moi de le dire, mais enfin on est à peu près tous convaincus
qu'il y a des dialectiques, quoi, hein, qu'il y a des impacts croisés, qu'il y a des boucles de rétroaction entre le changement climatique et la biodiversité. On ne peut pas dire qu'il y a le changement climatique, il y a tout le reste qui va venir derrière. On sait très bien qu'il y a des effets désastreux de la biodiversité pour le changement climatique, etc. Donc on ne peut pas dire que la logique climatique écrase toutes les autres. Donc ça, ce point-là méthodologique doit aussi, au passage, être un peu creusé. Donc soyez remerciés de l'effort que vous avez fait pour rentrer dans le détail du projet, dans les arguments qui ont été donnés. Merci au maître d'ouvrage d'apporter des réponses à chaque fois que les questions sont posées avec suffisamment de précision. Mais je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin pour poursuivre cet échange. Donc merci à vous. Et donc à la prochaine réunion publique, peut-être on pourra examiner ça. Merci à tous. Vous avez de quoi vous restaurer si vous le souhaitez avant de partir. Bonne soirée.